Alors, eh bien, on va commencer ce webinaire. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui se sont manifestés dans le chat ou dans le QR. Ce webinaire, il va vous présenter un certain nombre d'informations et peut-être de conseils sur comment gérer la sécurité au quotidien dans un club de planeurs. L'idée, c'est de vous faire une présentation un peu générale sur la sécurité et puis de vous donner à la fin une espèce de feuille de route pour essayer de mettre en place dans chaque club, quelle que soit sa taille, quel que soit son format, une démarche de sécurité si ce n'est pas encore fait, ou peut-être améliorer celle que vous avez déjà en place chez vous. Alors aujourd'hui, ils vont intervenir. Je m'appelle Pascal Greul, c'est moi qui vous fais cette présentation. Interviendront également Alain Hamon et Michel Alnou. Mon rôle à moi, il consistera à être un petit peu en back-office. J'écouterai ce que vous direz dans le chat et dans les questions-réponses et j'interviendrai dans le cours de la soirée pour poser les questions que vous avez. Si on a le temps de le faire, parce que la présentation est relativement longue, si on n'a pas le temps, on reprendra toutes les questions et on vous répondra plus tard. Quelques règles de base sur ce webinaire. Vous ne pouvez pas prendre la parole, vos micros sont coupés, nous ne pouvons pas vous voir, vos vidéos sont coupées. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou dans la partie Q&R. Je surveillerai les deux parties et puis on verra s'il y a des questions ou pas. Si nous ne pouvons pas répondre en direct, ben on vous répondra plus tard. C'est enregistré. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible initialement sur le site YouTube de la fédération, plus tard sur le site de l'ATO. Et puis, ben, on vous remercie tous de vous être connectés, malgré, je sais que dans certains endroits, il fait encore très bon pour voler à cette heure-ci. Voilà, je vais passer la parole à Michel pour que on rentre directement dans le vif du sujet. À toi, Michel. Bon, bah écoutez, bonjour à tous et bienvenue effectivement à ce webinaire. Alors, avant de rentrer, est-ce que vous m'entendez d'abord? Enfin, Pascal, on est toujours bon? Oui, oui, Ok. c'est bon. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, juste deux mots de présentation. Donc, je m'appelle Michel Alnou, j'ai été chef pilote au club du Pic Saint-Loup pendant une vingtaine d'années et je suis aujourd'hui DR donc de la partie DTO. Alors depuis longtemps, je m'intéresse à tout ce qui est aspect sécurité, et certains d'entre vous ont peut-être vu ma présentation sur la gestion du risque par les zones de confort, qui est peut-être toujours sur Spiral, je ne suis pas sûr, mais euh, c'est un sujet, la sécurité, qui m'intéresse parce que, à titre personnel, je considère que le vol à voile, bien sûr, est un sport à risque, et donc en tant que pratiquant, j'ai envie de pouvoir gérer ça correctement. Bien sûr, pour que ça se termine bien pour moi et aussi pour ceux que je connais. Ça m'intéresse aussi parce que je pratique d'autres activités où le risque est encore plus important, notamment la plongée spéléo profonde à plus de 150 mètres de fond et parfois à 4 km sous terre. Et ce qui est intéressant avec le risque, c'est que quelle que soit en fait l'activité ou le domaine, euh, les mécanismes en jeu sont souvent les mêmes. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très documenté. Et du coup, ce sont aussi souvent les mêmes solutions et les mêmes bonnes pratiques quoi, qu'on peut qu'on peut mettre en jeu. Donc, l'une de ces pratiques, notamment, c'est d'en parler. Et c'est un petit peu l'objectif de ce webinaire de ce soir. Donc, ouvrez bien un petit peu, enfin, ouvrez beaucoup vos chakras parce que l'idée ici ce soir, c'est surtout pas de moraliser quoi que ce soit. C'est toujours compliqué quand on parle de sécurité. On n'est vraiment pas là pour donner des leçons, moraliser. L'enjeu pour nous ici ce soir, c'est de transmettre vraiment des informations, faire des retours peut-être d'expérience, des retours de terrain, parce qu'on a tous été confrontés à comment mettre une politique de gestion de sécurité dans son club. Donc, c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe ailleurs. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner des idées pour que collectivement, on puisse faire progresser la sécurité. Donc, l'agenda de ce qu'on vous propose ce soir, c'est celui-ci. En gros, il est en trois temps. Le premier temps, c'est le constat. On regarde ensemble le contexte réel de nos clubs, de nos DTO, le cadre réglementaire qui s'impose à nous et notre performance collective au travers de l'accidentologie. Donc, c'est vraiment trois parties pour poser le décor,
Honnêtement, sans langue de bois, sans rien vouloir cacher, voilà. C'est quoi notre contexte? Dans quel contexte on évolue? Le deuxième temps, euh, ce sont les socles essentiels pour aborder la sécurité. Donc là, on va un petit peu parler de culture juste, qui est un petit peu le fondement de tout. On va parler de réactif et de proactif, qui sont les deux jambes un petit peu de la démarche. On va parler aussi du Rex, qui est en fait le nerf de la guerre. Et sans ces trois socles, en fait, il n'y a rien qui tient. Donc c'est vraiment pour ça qu'on va y passer un petit peu de temps. Le troisième temps, comme disait Pascal, c'est un petit peu les recettes. Alors, comment organiser les rôles dans un club bénévole, comment formaliser une politique de sécurité sans y passer 6 mois et sans faire un document de 300 pages, et aussi une petite feuille de route pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut passer à l'action progressivement. Voilà, trois parties. Première partie, donc, j'essaie de changer de slide. Donc, premier temps, c'est le constat. Quel est le contexte dans lequel on évolue, dans lequel on doit gérer de la sécurité? Le premier élément de contexte, pour moi, c'est aujourd'hui que, bah, bien sûr, tous les clubs qui font de l'instruction sont une entité déclarée, le fameux DTO. Et comme chacun sait, en tant que DTO, euh, la réglementation nous apporte beaucoup d'exigences sur les aspects de la sécurité. Bon, on détaillera un petit peu tout ça par la suite, mais le point sur lequel je veux déjà insister ici, c'est en fait le dernier point de la liste que vous voyez ici à droite. Alors, à droite, c'est une liste qui rappelle les quelques points d'engagement au niveau des DTO, mais celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est celui du bas que j'ai mis en rouge. C'est que dans les engagements qu'on prend, euh, bah, l'un des engagements, c'est d'avoir une politique de sécurité qui est formalisée et appliquée. Alors, ce point-là, il faut bien le comprendre, car il est un petit peu piégeant. Donc, il faut comprendre quoi? Petit 1, il est demandé par la réglementation, c'est clairement écrit, hein, politique de sécurité formalisée et appliquée. Petit 2, on ne nous impose pas de communiquer sur cette politique de sécurité au niveau des déclarations DTO, donc au niveau de la DSAC, on n'a pas à fournir ce document à aucun moment, ni dans les comptes rendus, ni dans la déclaration initiale. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on coche une petite case à cocher pour attester que nous en avons vraiment une et que nous l'appliquons. Et c'est là que c'est un petit peu piégeant parce que là, il y a deux possibilités. Bah, soit cette politique de sécurité, elle existe, elle est formalisée et on est capable de la produire à l'autorité bah, en cas de contrôle, lors des audits ou BOA lorsqu'on a reçu lorsqu'on a eu un incident, etc., etc. Mais on est capable de la produire. Soit elle n'existe pas, et dans ce cas, c'est plus compliqué parce que réglementairement, on a menti. Donc juridiquement, en cas de problème, bah, ça pourrait quand même conduire loin. Donc, tout ça pour dire que, en fait, ici, de bien connaître la réglementation qui nous incombe et un petit peu toutes les petites subtilités qu'il y a derrière les mots, parce que, en termes de juridique, les mots sont importants, bah, c'est ce qui permet de se protéger et de se mettre en conformité. Et c'est aussi pour ça qu'on y passera un tout petit peu de temps ce soir, mais promis, on ne rentrera pas dans des trucs trop rébarbatifs. Donc, premier point, la réglementation. Le deuxième élément de contexte, ben, c'est la réalité de terrain. Donc, je l'illustre ici au travers de trois problèmes très concrets qu'on rencontre bien sûr tous dans nos clubs et qui expliquent quand même pourquoi parfois la démarche de sécurité a du mal à se mettre en place. Le premier problème, c'est la surcharge. Gérer un club de planeurs, je suppose qu'il y a beaucoup de présidents connectés à ce webinaire, ben, on sait tous que c'est un gros boulot, quoi. Bon, administratif, navigabilité, relations publiques, formation, gestion humaine, voilà, j'en passe et des meilleurs, tout le monde connaît ça. Mais tenir une démarche de sécurité rigoureuse et traçable, c'est aussi du boulot. C'est aussi un gros boulot, hein, au final. Ça demande du temps, ça demande de la méthode, ça demande des lectures régulières, hein, les bulletins BEA, les publications de la FFVP, les flashs de l'EASA.
ça demande de participer à des webinaires comme celui de ce soir. Donc là, il faut être honnête, quoi. Quand on est déjà saturé, le risque, c'est que la démarche de sécurité devient minimale, on va dire. Pas parce qu'on s'en moque, c'est pas du tout ce que je veux dire, au contraire, mais parce que simplement, il n'y a plus de bande passante, quoi. On connaît tout ça, on a plus le temps, une journée c'est 24 heures, et, bah, voilà. Et la conséquence de ça, souvent, et on le voit quand on discute avec les clubs, c'est que la démarche sécurité a la tendance à se, à déraper un petit peu et à dériver pour devenir une case à cocher justement annuelle dans le compte rendu annuel, là, le DTO Gen 270, et plus vraiment une vraie pratique. Donc du coup, c'est un petit peu le piège, c'est qu'on commence à avoir ce raisonnement, cette gestion de la sécurité qui est fait plus pour l'autorité plutôt que plus pour le club. C'est un constat. Je dis pas que c'est partout pareil, mais dans beaucoup d'endroits, ça dérive vers ça. Le, le deuxième problème, c'est le conflit des rôles. Mais mettons-nous par exemple à la place d'un pilote qui a un petit peu trop poussé son vol un jour et qui a fini par faire une mauvaise vache. Donc, pas de bobo, humain, voilà, le planeur est un petit peu froissé, les trappes ont un petit peu morflé. Bon, maintenant, si on se pose vraiment la question, si on est ce pilote, à qui croyez-vous qu'on va aller le plus facilement raconter son histoire et dire vraiment dans le détail ce qu'on a ressenti, ce qui s'est réellement passé? Donc, est-ce qu'on parlerait plus facilement à un copain le soir au clubhouse autour d'une bonne bière? Probablement oui, on va se confier. On va se lâcher, on va peut-être lui dire que bah ouais, on a un petit peu poussé, on s'est accroché à un thermique qui n'existait plus. On a essayé de se bagarrer jusqu'au bout, on n'a rien lâché et bon, on s'est posé un petit peu à l'arrache. Ou est-ce que plutôt on va aller voir, je sais pas, le président qui est aussi DR ou le chef pilote qui peut dès le lendemain éventuellement demander un vol de contrôle, voire suspendre l'autonomie s'il y a un petit peu de contexte dans le club déjà avec cette personne. Euh, il y a des chances que si le contact est avec ce responsable, on risque de minimiser le récit. Euh, on va plutôt parler d'erreur de jugement, on va dire qu'on a un petit peu surévalué la qualité du champ. Voilà, donc c'est pas qu'on va mentir, c'est pas du tout mon propos. On va pas mentir frontalement, bien sûr, mais on va pas tout dire. Ça, c'est vraiment, ça fait partie des facteurs humains, on se protège. Et c'est exactement là, en fait, que vient l'un des problèmes, c'est que bah, si on multiplie cette scène par, je sais pas, 50 pilotes dans un club, par 10 ou 20 incidents mineurs par an, bah, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en fait une sorte d'aveuglement collectif qui se construit petit à petit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc personne ne ment vraiment, mais personne ne dit non plus vraiment les choses, quoi. Euh, et un jour, eh ben, s'il se passe quelque chose, avec le recul, on se dit, bah ouais, si, on aurait peut-être pu le voir, cet incident, si on avait vu, si on avait su certaines choses, peut-être su lire les signaux faibles, si les gens s'étaient plus confiés, c'est peut-être un accident ou un incident qu'on aurait pu éviter. Et c'est aussi pour cela que le cumul et le conflit des rôles, c'est vraiment souvent un frein à une gestion de la sécurité efficace, quoi. Troisième problème, troisième contexte, c'est le manque d'expertise. Euh, et cette partie-là, je le dis vraiment avec beaucoup de respect, bien sûr, pour les personnes qui font tourner les clubs, hein. Mais être un excellent pilote ou être un bon président ne fait pas toujours, comment dirais-je, un bon interlocuteur en termes de gestion de la sécurité. La classification d'un événement, l'analyse causale, la formulation des recommandations, voilà, ce sont des compétences différentes, ce sont de vraies compétences qui s'acquièrent aussi dans le temps. Et donc, si c'est pas la bonne personne qui est en charge de cela, alors soit parce qu'effectivement il n'a pas les compétences pour faire ça, ou parce qu'il est surchargé, hein, je reviens sur le point 1, eh ben, ça peut conduire soit du découragement, soit à du bricolage. Mais en tout cas, aucun des deux ne protège. Alors là, vraiment, on essaie de trouver bah, comment on essaie de mettre en œuvre des mécanismes qui font bah, qu'on progresse d'un point de vue de la sécurité. Troisième contexte, qui est bien sûr important,
c'est notre accidentologie. Et j'ai bien sûr une pensée pour tous les pilotes blessés et que nous avons perdus en 2025. Leur rendre hommage, c'est aussi essayer de faire notre possible pour que ça ne se reproduise pas. Globalement, l'accidentologie, c'est l'évaluation de notre performance collective en termes de sécurité. Il faut donc essayer de bien la comprendre pour tenter de faire mieux. Je ne vais pas ce soir rentrer, on n'a qu'une heure, on a beaucoup de choses à se dire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces nouveaux chiffres. Ils seront détaillés sûrement par Pascal et explicités lors d'une session prochaine ou lors des réunions de sécurité qui pourront se tenir prochainement en région. Mais mon message ici, c'est que l'accidentologie fait vraiment partie de notre contexte, donc on doit y répondre. Et l'année 2025 a été un signal d'alerte qui a été relativement important et qui nous impose vraiment de redoubler de vigilance, quoi. Tout le monde est concerné par cette accidentologie, bien sûr, à tous les niveaux, hein, européen, français, fédéral, mais aussi, bien sûr, chaque club et chaque individu. On ne revient pas sur les bons messages que la sécurité, c'est l'affaire de tous, euh, mais c'est vraiment le cas. Mon avis, moi, c'est que ça doit même plutôt, là, je voulais lister top-down, comme on dit, en partant du haut, mais je pense que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que ça doit d'abord venir du bas, si on veut que ça fonctionne correctement. Donc voilà, on a vu une partie importante du contexte. Alors, il y en a d'autres, hein, quels pourraient être les autres freins? Sûrement qu'il y en a dans les clubs, mais là, le contexte que je vous ai montré, c'est qu'une gestion de la sécurité, en fait, elle est multifacteur. Elle implique déjà, avec ce qu'on a vu, une réglementation. Et donc, on va revoir un peu plus précisément que ce que je vous ai raconté sur le premier slide, les points clés. Je vais vraiment m'arrêter aux points clés et comment bien faire les choses. Deuxièmement, on est des clubs de loisirs et avec très orientés bénévolat qui demandent de se structurer autour de bonnes personnes et d'une charge qui doit rester acceptable, sinon ça ne marche pas. Et donc une accidentologie qui mesure euh, notre efficacité collective et qui nous oblige à mieux faire. Alors bien sûr, tout cela concerne tous les clubs. C'est pour ça que j'ai mis ce petit message-là, parce qu'il ne faudrait surtout pas considérer que petite structure, petite sécurité ou une petite structure aurait moins d'exigences en termes de sécurité. Je dirais même c'est bien au contraire, parce que les aspects dont je viens de parler, là, la surcharge, le conflit des rôles, les problématiques d'expertise, dans les petits clubs, ils peuvent être exacerbés ou minimisés. Exacerbés, par exemple, parce que quand on est trois ou quatre à porter tout le club, ça retombe souvent sur les mêmes épaules, quoi. Alors, les problèmes de bande passante dont je parlais tout à l'heure, quelquefois, ils sont vraiment, vraiment très exacerbés. Il n'y a plus, il y a plus de charge possible. Et minimiser, pourquoi? Parce que souvent, les petits clubs, on se dit, on se connaît tous, quoi. Tout le monde se connaît, tout se sait, donc pas besoin de formaliser les choses. Alors, c'est vrai, tout le monde se connaît, peut-être que tout se sait, mais c'est aussi un des pièges. C'est pour ça qu'on va y revenir aujourd'hui. Alors, euh, toujours dans ce contexte, donc revenons à la première partie, revenons à cette question de la réglementation, que j'ai vraiment parcouru un petit peu vite, euh, et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut dire sur la réglementation en ce qui concerne uniquement la partie gestion de la sécurité et qu'est-ce que ça nous impose. Alors, premier rappel, ce sont les textes. Alors, si on commence par le haut de la pyramide que vous voyez ici en haut, le haut de la pyramide, c'est quoi? C'est l'AIRCRU. Donc l'AIRCRU, c'est cette réglementation qui va définir un petit peu tout ce qu'on connaît, les licences, les programmes de formation, les qualifications des instructeurs, etc. Bref, c'est vraiment un gros pavé indigeste de plusieurs centaines de pages. Alors bien sûr, en tant que responsable DTO, on n'a pas besoin de lire ce document en entier. On va aller piocher peut-être de temps en temps. Mais comme on n'a pas non plus besoin de lire le code civil pour vivre notre vie normalement, quoi. C'est à peu près le même parallèle que je pourrais faire. Ce qu'il faut savoir, on va descendre un petit peu ici dans les couches, c'est bien sûr qu'il existe dans ce règlement global, et ça renvoie à des annexes. Et ce sont plutôt ces annexes qui vont nous concerner plus directement. Notamment l'annexe 8, qui est la part DTO. Ça, c'est notre annexe, c'est celle qu'on vit un petit peu tous au quotidien.
Et c'est celle qu'on va regarder maintenant au travers de trois articles principaux. Le premier article, le DTO Gen 115, là, c'est la déclaration. Donc la déclaration, c'est le document signé que vous avez tous fait, qui a été envoyé à des sacs, et on a obtenu un numéro d'identification FR DTO XXX. Là, le seul rappel que je veux faire, mais qui me paraît important, c'est que cette déclaration, ce n'est pas une approbation, on le sait tous, mais j'aimerais juste le rappeler. Donc, ce n'est pas une approbation au sens d'un agrément, comme pourrait l'être bien sûr un ATO, mais c'est une déclaration. Et la nuance, elle n'est pas juste juridique, elle est vraiment très concrète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous, ou à vous, en tant que DTO, qu'incombe la charge de démontrer que vous respectez les exigences. C'est une phrase vraiment clé, quoi, qui nécessite d'être mûrie, notamment dans le contexte sécuritaire. Personne ne vient valider votre dossier à l'avance. Donc l'idée là, c'est que vous déclarez, vous vous engagez, et en plus, c'est à vous de tenir l'engagement jusqu'au bout. Donc la petite discussion du départ, où vous dites que vous vous engagez à avoir une politique de la gestion de la sécurité qui est formalisée et qui est suivie, ça fait partie de ça. Donc on ne fournit pas le document, on n'a pas à le faire approuver. Par contre, on doit tenir l'engagement euh, que c'est vraiment le cas. Donc, premier point à garder à l'esprit. Deuxième point d'un point de vue réglementaire, c'est bien sûr le personnel. Donc là, deux rôles qui sont définis en tout cas dans la réglementation et obligatoires. C'est le DR, donc le représentant du DTO, et le RP en français, HT en anglais, donc le responsable de la formation, Head of Training. Euh, donc bien sûr, ces rôles peuvent être cumulés ou cumulés avec d'autres fonctions dans le club, mais en tout cas, il faut très précisément désigner qui est DR et qui est RP. Euh, Pourquoi je reprécise ça? Parce que je veux repréciser que d'un point de vue réglementaire, c'est vraiment le DR qui est tenu responsable de la conformité globale du DTO et de la sécurité. Vraiment les deux aspects, quoi. C'est inscrit noir sur blanc dans la réglementation. Donc c'est pas le président. Alors peut-être qu'on peut avoir une responsabilité partagée en termes de sécurité, mais d'un point de vue DTO, c'est le DR qui est responsable de la sécurité. Bon, c'est pour ça que souvent on cumule ces deux rôles. On verra que c'est peut-être pas toujours une bonne idée. Donc, quand on signe pour être DO, pour être, pardon, pour être DR, bah, on signe pour les deux aspects, responsable de la conformité et responsable de la sécurité. La troisième partie que nous impose la réglementation, en termes de sécurité, toujours, c'est bien sûr la revue annuelle. Donc ça, c'est notre rendez-vous annuel obligatoire. Une fois par an, on fait le bilan, combien d'élèves formés, combien d'événements de sécurité, quelles actions correctives ont été mises en place. Et surtout, c'est le moment où on vient exprimer euh, quelle évaluation de l'efficacité justement de la politique de sécurité qu'on a formalisée. Donc on retombe toujours là-dessus. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ce webinaire sur ce point qui me paraît essentiel. Donc ce n'est pas du tout un exercice de comptabilité, c'est vraiment un moment de pilotage annuel, le seul d'ailleurs. Donc c'est vraiment le moment formel dans l'année où le DTO se regarde fonctionner et se demande honnêtement bah, si ce qu'il fait fonctionne. Des fois, on fait plein d'actions, on se dit, bah, d'une année sur l'autre, ça se reproduit. Donc il faut se poser la question, bah, ça fonctionne ou pas ces actions? Si ça fonctionne pas, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin en termes de réglementation. Trois articles, une architecture qui est simple. Donc bien sûr, l'idée, c'est de pas de comprendre tous les références et les numéros que j'ai mis ici, mais c'est bien de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière chaque case cochée que vous mettez dans un compte rendu ou que vous mettez derrière une déclaration DTO. Il y a vraiment des exigences qui sont concrètes. Donc maintenant, on va voir comment les rendre un peu plus euh, réelles et formelles dans le cadre de nos clubs et dans le cadre de nos DTO. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors, quand on s'est tapé toute la part DTO, on peut se dire, pff, aïe, 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 euh,
On a l'impression d'être des professionnels. Tout ça nous conduit à être presque comme des compagnies aériennes. C'est quasiment un safety management system qu'on est en train de mettre en place, etc., etc. Donc on entend tout ça, je suppose. Alors la réponse réglementaire est que non, c'est pas le cas. Réglementairement, c'est pas le cas. Le parc DTO n'impose à personne d'avoir ce qu'on appelle un SMS, un safety, un gestionnaire de gestion de sécurité complet. Mais franchement, si on veut être honnête, on peut quand même pas juste ranger le sujet dans le tiroir en se disant bon bah ouf, c'est pas pour nous, parce qu'effectivement, il y a quand même quatre choses importantes qui sont imposées par la réglementation et qui ne sont pas des petits sujets. La première exigence, je reviens dessus, elle est importante, vous avez compris, mais j'y passe vite. C'est toujours pareil, il faut avoir une politique de sécurité formalisée et appliquée. Ça, c'est vraiment une des exigences. Donc, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas, mais c'est vraiment le document qui dit ce que votre club pense de la sécurité, comment il l'organise, qui fait quoi. euh, et encore une fois, les mots ont vraiment un sens ici, hein, parce que formaliser, ça veut dire, en gros, ça veut dire écrite. Et appliquer, ça veut dire que bah, elle est vivante, en fait, cette politique. Vous l'évaluez tous les ans et vous l'adaptez. Deuxième exigence, c'est un système de compte rendu d'événements. Euh, Alain, il reviendra un petit peu sur les règles tout à l'heure, mais donc c'est une exigence globale. On connaît les règles à notre niveau, mais globalement, c'est une exigence au niveau européen qui s'applique à toute l'aviation civile. Tout événement de sécurité doit pouvoir être rapporté, analysé et capitalisé. C'est ça le principe, quelle que soit en fait, la couche de la population à laquelle on s'adresse. La troisième exigence, c'est un dispositif d'identification des dangers et de traitement des risques. Je vous lis la réglementation. Là. Après, il faut que chacun se pose des questions sur est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, ce genre de choses. Euh, donc, dispositif d'identification des dangers et de traitement des risques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste d'attendre que les choses se passent mal ici. C'est ce qu'on appelle l'approche proactive. Oui, alors quand ça se passe mal, c'est quoi? C'est plutôt l'approche réactive, quoi. Il s'est passé quelque chose, du coup on le traite. Mais ici, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une démarche qui est de pouvoir repérer les dangers à l'avance, les évaluer et les traiter. Donc on est plus dans le volet de la démarche qu'on appelle proactive, avec une traçabilité qui est complète. Quatrième exigence, c'est d'avoir la fameuse revue interne qui permet en fait d'évaluer tous les points précédents. Le fameux DTOGène 270 qu'on connaît bien. Donc là, encore une fois par an, on fait le point, on évalue, on ajuste. Donc, euh, donc, en gros, c'est une réglementation quand même avec des exigences qui sont, franchement, c'est du boulot, quoi. Quand on regarde tout ça, on se dit, bah, effectivement, le Security Management System, on est quand même pas loin. Et nos copains anglo-saxons qui ont toujours un petit peu d'humour, ils appellent ça quand même, ironiquement, bah, OK, l'ATO, il faut un Safety Management System, pour les DTO, ils appellent ça un strip down SMS. Donc, en gros, c'est littéralement un SMS dégraissé. Donc c'est quand même un petit peu ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est notre réalité. Donc là, j'espère, là, je vous ai donné un petit peu la vision générale. Donc on voit ce qui nous est imposé par la réglementation. Donc commençons à mettre en place ce qu'il faut dans le DTO pour pas juste cocher une case, parce que quitte à faire quelque chose, ben, autant que ça soit bien fait et autant que ça serve, quoi. Si ça ne sert pas, franchement, on fait du travail pour rien. Donc commençons par ce qu'il faut faire. Le premier fondement de tout, et le premier pilier vraiment à mettre en place dans les DTO pour une gestion de la sécurité efficace, c'est la culture juste. Donc, Sidney Dekker, là, qui est un des fondateurs de ce principe et qui a beaucoup écrit sur le sujet, définit la culture juste comme une culture de confiance, d'apprentissage et de responsabilité. Donc, essayez de garder ces trois mots en tête pendant les quelques prochains slides qui arrivent, parce qu'ils sont importants à tous les niveaux. Confiance, apprentissage et responsabilité. Pour illustrer ça, eh ben, je vais à nouveau vous raconter une petite histoire pour bien comprendre de quoi on me parle. Prenons le cas.
prenons un cas. Vous êtes instructeur dans un club et un samedi soir au clubhouse, tranquillement, un pilote, il vient vers vous et il vous prend un part. Là, il est un peu, bon, il sait plus trop où se mettre, il regarde un petit peu ses chaussures et, euh, et il vous dit, bah, excuse-moi, je dois te parler parce que mercredi dernier, en vol sur la campagne, j'ai fait une incursion dans la TMA. Voilà, je m'en suis rendu compte après. J'ai été pris par ma transition, j'ai pas vérifié ma carte. En tout cas, j'étais pas au bon moment. Là, j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas fait attention. Alors franchement, personne ne m'a vu. Le contrôle m'a rien dit. Donc voilà, pas pris. Mais je voulais t'en parler parce que franchement, ça me turlupine quand même ce truc. Donc là, il y a deux scénarios possibles. Scénario A, ce que je vous ai mis à gauche, c'est comment, comment cet événement se déroule dans un club où il n'y a pas la culture juste. Comment ça se passe? Bah, prenons le cas, l'instructeur à qui il parle, bah, c'est le chef pilote, par exemple, qui est peut-être aussi le président. Euh, le pilote sait que ce qu'il est en train de raconter là peut-être lui valoir une suspension, je sais pas, une lettre du bureau, un passage en commission. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, deux chances sur trois, il ne dit rien. Des choses qu'on connaît bien, hein, je pense que j'apprends rien à personne. Deux cas sur trois, vraiment, il se passe rien. Il garde son histoire pour lui, il finit tranquillement sa bière et il rentre chez lui et vraiment la discussion s'arrête là. Donc on est ici vraiment dans le cas où le club n'apprend rien. Pas d'infos, il ne s'est rien passé, quoi. Et le jour où ça se représentera, parce que bah, peut-être que l'incident, c'était bah, la cause, c'était peut-être juste un problème de connaissance, c'était peut-être un problème de calculateur mal configuré, peut-être c'est un des secteurs que les pilotes du club abordent toujours avec une, je sais pas, avec une forte surcharge pour X ou Y raison du contexte local. Bon, en tout cas, personne n'aura rien vu venir. Peut-être que bah, quelques temps plus tard, bah, le même type d'incident ne sera pas sans conséquence. Scénario B, c'est la même chose, mais dans un club où on a déjà en place cette culture juste. Là, le pilote parle à une personne qui est, on va dire, dédiée. Il n'y a pas de lien hiérarchique, il risque pas de se faire sanctionner. Le gars, il est là juste pour parler de sécurité. Donc, il sait qu'il peut lui parler sans problème, sans jugement, sans risque disciplinaire. On lui demande de remplir un Rex, ou peut-être qu'il le fait même de lui-même. La commission de sécurité le regarde, comprend le sujet et voit que ça dépasse l'individu, donc il décide de faire un rappel, par exemple, si pendant le briefing du matin, un rappel systématique des espaces aériens, des secteurs sensibles, etc. Bien sûr, l'identité du pilote est totalement anonymisée, donc tout le club en profite, et le risque qui était latent bah, vient d'être traité avant qu'il ne devienne un accident. Donc on rebondit là sur les aspects proactifs dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, là, deux scénarios, même événement, mais par contre, deux issues qui sont radicalement différents et dont il faut garder ça à l'esprit, quoi. Un seul scénario bénéficie à tout le monde, quoi. C'est bien sûr le scénario B. Donc, la gestion de sécurité au quotidien dans un club, ça ne peut pas se faire. Ça, il faut bien le comprendre. C'est vraiment le socle, le premier fondement. Ça ne peut pas se faire sans que la culture juste soit inscrite vraiment dans l'ADN du club. C'est pas la peine de parler d'autre chose si ça, c'est pas en place. Et ça va loin, ça veut dire vraiment, quand je dis l'ADN, c'est dans tous les réflexes, dans les discussions, les conversations au clubhouse, au bar, dans la façon dont un encadrant réagit la première fois qu'un pilote vient lui dire j'ai fait une connerie. Euh, bon, et c'est loin d'être facile parce que historiquement, on vient d'une culture de la sanction. Ah, t'as fait une erreur, t'es puni, donc la fois d'après, bah, tu te tais, et tu te tais, donc le club ne sait pas, donc rien ne change, et le risque continue à circuler en silence jusqu'au jour où eh ben, c'est plus une simple histoire de bar, quoi. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Donc changer de culture, c'est pas simple, ce n'est pas un simple ajustement non plus, c'est vraiment une rupture qui est essentielle. Voilà. Rupture essentielle si on veut progresser sur la sécurité. Et dans beaucoup de clubs, y compris le mien, c'est une bataille au quotidien, quoi, parce que entre plusieurs générations, on a nos anciens qui ont appris, qui ont évolué dans cette culture au départ de, de- dont je parlais tout à l'heure. Dans la culture de on règle ça entre nous.
Et les plus jeunes qui, eux, ont grandi avec plutôt dans l'idée où on parle, on communique, peut-être trop parfois, les réseaux sociaux, le machin, mais en tout cas, ils sont plus dans cet esprit-là. Donc les deux ont bien sûr leur raison, euh, mais il faut à tout prix que le club, c'est lui qui doit trancher. C'est lui qui doit euh, collectivement euh, tenir la ligne. La culture juste, sans ça, c'est un no-go. On peut pas aller plus loin. Alors, comment on fait concrètement pour que ça soit pas juste un slogan, pardon, bah, il y a trois piliers que je vous ai montrés ici. Trois piliers vraiment opérationnels sans lesquels bah, tout le discours s'écroule au premier événement délicat. Alors, ça a marché, voilà, les petits incidents, etc., ça marche bien. Puis un jour, on a un incident qui est un petit peu majeur. Et là, sans culture russe, ça y est, on commence. On parle de l'individu, cas convoqué, il se passe des choses. Oui, mais alors lui, on commence à analyser sa feuille. On commence à rentrer dans l'aspect, on commence à pointer du doigt l'individu. On n'est plus sur une réflexion qui est globalisée. Donc, pilier numéro un, si vous voulez construire une culture juste, c'est vraiment une séparation très claire entre les gens ou entre globalement l'analyse et la sanction. Voilà, ce sont vraiment deux processus distincts qui doivent être menés par des personnes distinctes également. Donc, d'un côté, vraiment l'analyse, son but, c'est quoi? C'est vraiment de viser à comprendre pour éviter la récidive. C'est ça l'idée. Donc, c'est le travail d'un responsable de la sécurité. Alors, pardon par habitude, parce qu'on l'a nommé comme ça chez nous, mais je vais nommer ça un RGS, mais c'est pas bien sûr un RGS, c'est de trouver une personne qui est capable de parler de sécurité dans le club. Avoir une personne dédiée comme ça, avec une casquette dédiée. Donc, avoir ce responsable de sécurité, et peut-être une commission de sécurité. Selon le club, il peut s'appuyer bien sûr sur une commission de sécurité. Mais de l'autre côté, il y a la sanction. Et ce n'est pas les mêmes personnes. Donc si la sanction doit exister, et parfois elle doit exister, bien sûr, hein, c'est pas parce qu'on a de la culture juste que quelquefois la sanction ne doit pas exister. Mais ça, c'est le travail du bureau, éventuellement d'une commission de discipline. Donc les deux peuvent coexister, bien sûr, mais en tout cas, elles ne doivent pas se mélanger. Point clair. Alors, essayez à chaque fois que j'avance sur les points de toujours faire le lien avec ce que vous avez chez vous ou pas. C'est intéressant aussi de savoir, peut-être que vous avez essayé de le faire et puis ça marche pas. C'est intéressant de comprendre les freins. Pilier numéro 2, l'engagement écrit dans la politique de gestion de la sécurité du club, qui dit noir sûrement, il faut écrire cette phrase. Il faut écrire cette phrase dans votre politique. Tout événement déclaré de bonne foi par un membre ne pourra pas faire l'objet d'une sanction. Alors, bien sûr, sauf comportement volontaire, etc., hein, je passe, mais il faut que ça soit écrit clairement. Donc, point, pas plus. Donc, pas de petites lignes, de sauf si, etc. Pas de zone grise, un truc très clair. Parce que la culture juste, c'est la confiance. Vous vous souvenez de ce que je dis, les trois termes au départ. Mais la culture juste, c'est la confiance et la confiance doit s'écrire. Ça va être très clair. On va toujours y revenir. Ça permettra de s'y appuyer derrière. Pilier numéro. Hop, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Pilier numéro 3, c'est vraiment la protection de l'identité du rapporteur. Essentiel. Là, il y a tout. Là. Il faut du cloisonnement, c'est-à-dire que seul le responsable de la sécurité et la commission de sécurité ont accès aux données brutes. Il n'y a qu'eux qui ont accès à ça. L'anonymisation systématique, très important. Tout ce qui sort vers les membres, tout ce qui sort de la commission ou du RGS doit être anonymisé. Ou vers l'extérieur, si on en fait un Rex fédéral, etc. On en verra tout à l'heure. Petit 3, la protection externe. Euh, et ce concept, il est même réglementaire, hein. La FFVP comme la DSAC, par exemple, sont tenues, elles aussi, par des articles réglementaires. Je les passe, hein, 15 et 16 du règlement. Euh, et c'est vraiment pas juste une promesse qu'on est censé tenir, c'est une obligation réglementaire européenne. D'accord? Donc, tout ce qui se passe en haut doit se dériver vers le bas. Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, oui, séparation, engagement écrit, protection. Voilà, c'est vraiment les trois piliers. Et en fait, aucun de ces piliers ne doit être dissocié les uns des autres pour pouvoir réussir, quoi. Parce que le jour où l'un des piliers cède, en fait, les deux autres, ils vont tomber dans la foulée et avec eux, toute votre démarche de sécurité.
Voilà, donc pardon d'être un petit peu lourdingue là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment le socle et le fondement de tout. Alors, un petit mot sur cette culture juste pour terminer. On présente souvent cette culture juste comme une protection des pilotes. Et c'est vrai, ça l'est. Mais elle est aussi, surtout, et c'est pour ça que si vous avez du mal aussi à convaincre peut-être en interne de mettre ce genre de choses en pratique, ça aide aussi à être un petit peu plus convaincant, c'est que ça protège aussi et surtout les dirigeants, quoi. Parce que le jour où, et bien sûr, je le souhaite à personne, mais le jour où un accident ou un événement grave arrive, bah, si vous êtes président, on viendra vous voir, on va vous poser deux questions. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et qu'est-ce que vous saviez? Donc, scénario favorable, bah, on est dans de la culture juste. Euh, on est dans une démarche qui est vivante, avec des remontées d'informations qui sont réelles. Dans ce cas-là, on peut répondre, bah oui, bah voici mes REX, voici mes actions suivies, voici ma politique de sécurité, voici les communications et les rappels que j'ai fait aux membres, voici les flashs de sécurité qu'on a émis, voici les signaux faibles détectés et traités, etc., etc. Scénario défavorable, bah, pas de culture juste, donc pas de remontée d'informations, c'est aussi simple que ça, hein. Ça va s'arrêter. Euh, Rien ne s'écrit parce que personne ne parle. Et là, en fait, en tant que président ou en tant que responsable, on découvre souvent deux choses. Et c'est assez particulier, c'est que en fait, on se rend compte que ben on savait pas, on savait pas, et que surtout plein de monde savait, quoi. On connaît ça. Euh, L'instructeur qui avait noté un truc, le mécano qui a vu passer une remarque mais qui n'a rien dit, le copain dans le hangar qui se dit, qui s'était dit plein de fois, il faudrait que j'en parle. Donc bref, un responsable qui est pas au courant de ça, et le jour où il y a un accident, bah, les gens parlent et finalement on se rend compte que waouh, en fait, il y avait de la matière, quoi. Bref, là dans ce cas numéro 2, en fait, c'est un vrai défaut d'organisation. Et dans le cadre d'un DTO qui s'est déclaré, je le rappelle, comme ayant une politique de sécurité formalisée et appliquée, eh ben, on risque de se sentir bien seul. C'est pour ça qu'il faut que toutes ces briques-là viennent s'emboîter relativement correctement. Donc, pour que le système fonctionne, vous devez impérativement développer la confiance. Et la confiance, ça commence par une politique de culture juste dans l'ADN de vos clubs. Deuxième point, et là, je vais laisser la parole à Alain, que ça va me permettre de boire un petit coup. Ouais, Alain, est-ce que tu prends... on peut faire 30 secondes de pause peut-être pour Ah, répondre à deux, trois petites choses. très bien. Alors, une première question qui est posée par Jérôme, qui dit que naturellement, on n'a parlé que des DTO. Et est-ce que ça concerne les activités hors DTO? Ouais, alors, enfin, je sais pas qui veut répondre. Moi, je peux répondre aussi un petit peu à ça parce que, effectivement, on s'est posé dans les questions, notamment dans les comptes rendus. C'est-à-dire quand on fait un bilan d'activité, notamment sur la politique de sécurité, on est dans le cadre d'un DTO. Et on disait tout à l'heure, bah, effectivement, dans un club, il y a presque deux entités, il y a deux têtes. Il y a le président qui a aussi de responsabilité en termes de, bien sûr, de sécurité, et puis il y a le DR qui est peut-être pas la même personne et qui lui gère l'aspect DTO. Pour en avoir discuté avec la DGAC de ça, l'idée c'est qu'on regroupe quand même tout dans cette démarche-là au sein de la même entité. Donc, euh, donc effectivement, ça englobe tout ça. Donc ça englobe éventuellement tout ce qui est non DTO, donc la partie club, mais également la partie. On profite en fait de tout ce qu'on nous demande de structurer dans le cadre d'un DTO pour le structurer d'un point de vue plus global au niveau du club. Par contre, nous, par exemple, pour citer un cas, à chaque fois qu'on a un événement, on a quand même une petite case à cocher pour dire cet événement, il est dans le cadre du DTO ou il est dans le cadre club. Parce que c'est intéressant aussi de voir, le DTO, ça vise les formations. Donc, dans le cas, est-ce que l'incident qu'il y a eu, ça permet de faire un petit peu des statistiques, voir en termes de retour, ah ben, est-ce qu'on a beaucoup d'accidents côté DTO ou est-ce qu'on en a plus côté club? Donc, nous, dans notre suivi des actions et des incidents, on a cette petite case à cocher euh, DTO, oui, non. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si quelqu'un veut dire autre chose. Je pense que ça répond à la question. Euh, on a deux autres. Alors, il y en a une, c'est une remarque à laquelle j'ai répondu, hein. Le destinataire de la revue annuelle du DTO, c'est bien la DESAC avec copie à la TO. Il y a quelqu'un, donc c'est Michel, qui nous dit que il demande si dans la suite
du webinaire, on parlera de comment transmettre la culture de sécurité des publics dont l'expérience aéronautique est modeste. Je pense que c'est pas tout à fait le but du webinaire ce soir, mais dans tout ce qui va être dit, il y a un certain nombre de points qui seront applicables naturellement à vos jeunes stagiaires. On peut leur expliquer plein de choses sur la culture juste, sur la structure de la sécurité dans un club, etc. Déjà cet aspect-là, puis la confiance, hein, la confiance dans le système, c'est déjà des Ouais. choses qu'on peut transmettre assez facilement. Si vous voulez des supports, il y a des supports pour le module 2 de la SPL qui parlent un peu de sécurité des vols, de culture juste, de REX, de tout ça, qui sont sur le site de l'ATO. Il y a deux, trois supports qui existent. Et puis enfin, quelqu'un nous suggère de la lecture, de lire Les décisions absurdes de Christian Morel, qui sont trois tomes intéressants sur pourquoi la navette spatiale a explosé et pourquoi un certain nombre de choses se sont produites. Voilà. Enfin, pourquoi? Non. Pourquoi on a été amené à lancer la navette spatiale alors qu'on savait que voilà, qu'il y avait des chances que ça explose. Voilà. Euh, Alors juste pour introduire et poser et passer la main passer à la main à Alain. Donc là, la première brique que j'ai posée, donc c'était la culture juste. Donc on a désormais la confiance de nos membres. Avec la confiance de nos membres, donc ils sont prêts à remonter de l'information et partager ouvertement l'expérience. Si on a réussi cette première étape, on peut vraiment rentrer dans la deuxième étape. Vous avez compris que si on n'a pas la première, vous n'aurez pas la deuxième, ça sera du fake. Et l'idée, c'est pas parce qu'on les y oblige, mais parce qu'ils ont compris que il y avait quelque chose d'essentiel derrière et que leur expérience individuelle pouvait bénéficier justement à toute la communauté. Et le seul mécanisme pour ça, effectivement, c'est le REX. Donc je laisse Alain, on va parler du REX, on va voir comment, encore une fois, c'est quoi, quelles sont les contraintes, quels sont les pièges, pourquoi ça marche pas parfois et quels sont les bons remèdes peut-être pour y arriver. Ok Michel, je reprends donc la main avec la partie numéro 4. Oh là, doucement. Ah, pardon. Je Tu vais me fais faire signe. un. Ouais. Le Rex, c'est un nerf de la guerre. Alors, effectivement, un club qui déclare est un club qui apprend. Mais c'est pas parce qu'on va faire un Rex en se disant je fais un Rex et je suis couvert en fait. Il faut les rendre vivants. Et les rendre vivants, c'est l'exploiter. Et on commence par l'exploiter dans le club. Et pourquoi le Rex est le nerf de la guerre? Allons-y. Le nerf, effectivement, les nervis contiennent le plus grand nombre de leçons. On va apprendre beaucoup de petits incidents où on va apprendre la même chose. Par exemple, sur un accident qui moi m'avait marqué, pour donner un exemple précis, sur une époque où, dans mon ancienne vie, sur Mister 4, le robinet carburant était à côté des volets. Et alors, nous, notre gag, c'était de dire, dernier virage, train sorti, HP coupé. Et donc, vous voyez bien tout de suite, de nombreux accidents ont eu lieu, des atterrissages turbines coupées, des éjections, jusqu'à ce que je perde un copain sur une éjection. Et là, on a décidé, ah, c'est pas con, ça serait peut-être bien de mettre une plaquette à soulever avant de sortir les volets. Alors qu'il y avait eu de nombreux signaux bien avant, et on aurait pu faire la chose bien avant. Sur le plan pyramidal, on voit que presque des événements, au niveau du 1000 événements, rapportent le même, comment dirais-je, qualité ou même action qu'un accident. Donc vous voyez bien que plus on va déclarer, plus on va pouvoir prendre connaissance de la problématique et pouvoir avancer vers des correctives. Hmm. Je peux rajouter un Allons, petit mot, Michel, Alain, là-dessus? vas-y, vas-y. Juste, je fais le lien avec la partie d'avant. Là, la question à se poser, c'est au niveau de vos clubs, c'est où est-ce que, à quel niveau de cette pyramide-là, vous recevez ou vous faites des REX? En gros, si c'est les deux niveaux le plus haut, là, vous faites des REX que au niveau des accidents ou des incidents sérieux, c'est que probablement la culture de sécurité n'est pas encore suffisante. Il y a des freins. Donc, faut essayer de comprendre ces freins pour débloquer la situation. Et souvent, dans ces cas, du coup, c'est pas des règles volontaires, quoi. Ils sont exigés, et c'est plutôt exigé par l'encadrement, quoi. C'est presque des comptes rendus d'événements plutôt que des retours d'expérience. Donc, si le niveau est plutôt au plus bas, au niveau incident léger,
vous recevez des Rex au niveau des incidents légers, franchement, c'est déjà pas mal. On est déjà dans une culture juste qui est en train de se mettre en place ou qui fonctionne, qui commence à, voilà, ça commence à fonctionner. Euh, le curseur qualitatif pour savoir si on y est ou si on n'y est pas encore, c'est justement de savoir si, d'un point de vue de vos membres, c'est une démarche qui est vraiment individuelle et autonome. Si à chaque fois on est obligé de leur demander, ah, on n'est pas encore tout à fait dans la culture juste et dans la culture pour tous, on va dire. Euh, Parce qu'effectivement, comme dit Alain, l'idéal, c'est d'avoir des déclarations de Rex au niveau des presque événements, parce que c'est une mine d'or pour la sécurité, du fait qu'ils contiennent exactement les mêmes leçons, les mêmes qu'un accident, pareil, à part qu'il n'y a pas de dégâts. Donc là, c'est bien sûr le niveau ultime à atteindre. Je passe Alain? Vas-y. Le club, bon, qui fait 0 Rex par an, hein, pas un club sans incident. C'est un club qui est complètement aveugle. C'est souvent ce que nous dit la DESAC et lorsque des audits. Un club, il y a forcément des incidents. Ouais. Ouais. S'il n'y en a pas chez vous, c'est vraiment pas une bonne nouvelle en C'est- fait, hein. Voilà, il faut se poser des questions. Ouais. Considérez que c'est une dette qui s'accumule quand vous êtes comme ça. Donc, les 6 freins en Rex, on va voir là. Peur de la sanction, peur du regard des autres, ça sert à rien. Formulaire trop lourd et pas de retour après signalement, et ça finira sur mon dossier. Néanmoins, on va reprendre ces points un par un. Le remède, la culture juste, et c'est un engagement écrit. Peur de la sanction, il est complètement dissocié. Le REX est complètement dissocié de la sanction, et je rajouterai que le RSGS n'a aucun pouvoir coercitif. Peur du regard des autres, tout est anonymisation totale, systématique et discrétion absolue. Exemplarité du chef. Le chef, en premier, ben, il garde pour lui les événements et on doit tout rendre anonyme. C'est ce qu'on passe lorsque on fait des Rex. On le verra plus tard. Si vous faites un Rex à partir du club, eh bien vous commencez par l'anonymiser, le rendre anonyme, aussi bien au niveau du club qu'au niveau fédéral et qui va monter. Alors évidemment, si vous lisez un Rex au niveau fédéral, vous allez reconnaître votre Rex, c'est évident, mais les autres non. Ça sert à rien. Alors pédagogie, le reste des événements sont les plus précieux. Hein. Les presque événements sont les plus précieux, on l'a déjà vu. Il s'est presque passé, tiens, j'ai presque posé train rentré, pardon, en vente arrière. Je me suis fait piéger par mon stagiaire ou alors carrément parce que j'étais fatigué. Hein. Et de tout temps et de partout, on le salue. Plus on va vers des règles ou des retours de non-événements, on vient d'en parler, eh bien, ça va servir et on va pouvoir faire des retours d'expérience, aussi bien au niveau du club, au niveau fédéral et même au niveau européen. On l'a bien vu avec les positions hautes, hein, par exemple. Formulaire lourd. Alors, hop, Pardon, pardon. Je bougeais. Les formulaires lourds, si vous prenez actuellement sur le site fédéral, qui n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais qui est en évolution, comme tous les sites informatiques de la Fédé, il n'y a que 5 champs essentiels. La date, le contexte, les faits, la leçon retenue, le contact si nécessaire et au besoin d'un entretien. Ok, c'est vraiment on ne peut plus facile et grâce à Pascal d'ailleurs, tout ça est rendu tout à fait linéaire sur le site fédéral. En 2 clics, vous arrivez sur comment poser un Rex et ça se déroule sans aucun problème. Le non-retour. Alors, le non-retour, Pascal s'est engagé avec la commission à avoir un retour d'accusé de réception et de restitution, si nécessaire, au moins de 3 mois. C'est normalement réglementaire. Okay, si c'est vraiment un Rex qui peut vous apporter quelque chose d'essentiel au club, Pascal est très à cheval là-dessus et il se fera un devoir de vous rappeler. Et le dernier élément, ça finira dans mon dossier, non. Le cloisonnement est complètement strict. La donnée du REX est inaccessible au comité disciplinaire. Il reste au sein du REX, il reste au sein de la commission.
euh, je vois en même temps la chat, mais bon, ça, euh, Pascal répondra. C'est un cloisonnement strict. Il n'y a aucun comment dirais-je, connexion avec la comité de discipline, le comité de discipline. Je vais y arriver. Changeons de slide. Les seules bonnes pratiques de traitement, l'anonymat total, aucun nom, aucune date qui identifie aucune circonstance qui signe. Ok. Donc c'est aussi, on le verra ensuite, la tâche du responsable sécurité d'écouter les gens et de les aider à rédiger s'ils en éprouvent la nécessité. Chacun peut déposer un REX dans sa part, encore une fois, tout seul, à la Fédé, il n'y a aucun souci. Mais de bien penser que le rendre anonyme. La classification. Alors, la classification, il se déroule, on le verra tout à l'heure, avec différentes cases de couleurs. Ça va assez vite en fonction de la qualité du incident, de sa, comment dirais-je, répétition. C'est des couleurs qui vont de rouge, jaune et vert. Et ce qui est important, euh, je regarde, non, c'est la classification est simple. On ne nous demande pas le triage explicite. Donc là, le triage, on peut effectivement le voir avec la partie fédérale, mais il se fait en premier lieu au niveau local, en fonction, eh bien, si c'est du remorqueur, si c'est du remorquage, si c'est en campagne. Eh bien, on peut, dans tous les cas, s'il y a un doute, encore une fois, Pascal est là avec la commission pour vous aider. Les rythmes récurrents, une commission par mois, faut essayer et essayer en fonction de votre club, bien sûr, euh, de, de, de revenir sur les incidents. Régulièrement, personnellement, dans mon club, je reviens la semaine, je donne un thème. Je reviens un thème pour les briefings météo. Donc, le briefing météo, c'est toujours le même thème parce que comme les pilotes se croisent et que c'est pas toujours les mêmes, alors si c'est lui qui vole tous les jours, eh bien pendant une semaine, il fera le même thème. Mais j'aime bien revenir avec un thème par semaine. Les cloisons étanches, eh bien encore une fois, la commission ne siège pas au comité de discipline. C'est un cloisonnement strict. Recommandations précises, eh bien là, par contre, à partir du moment où vous avez identifié le problème, il faut pouvoir y apporter un remède. Et ce qui est demandé, c'est de voir si ce remède, à la fin, eh bien, apporte quelque chose. Si ce remède n'apporte rien, il faut peut-être changer cette approche. Et la communication ciblée, alors c'est soit par le public, mais comme de toute façon, généralement, beaucoup de gens font plusieurs choses en même temps, effectivement, on va plutôt cibler les remorqueurs, on va plutôt cibler les treuilleurs, on va plutôt des briefings à ce moment-là, journalier, peut être, comment dirais-je, cibler une population au jour le jour. Ok. Et il faut pouvoir le lire. Comment notifier? Alors, un petit aparté, c'est Ikers. Alors, Ikers, je vois déjà tout le monde monter au tableau. Ikers, c'est nul, ça sert à rien, c'est compliqué, on le sait. Néanmoins, si vous regardez les fiches qui ont été éditées par la commission de formation, il y a 23 items qui sont obligatoirement, qui doivent faire obligatoirement état d'un IKERS, d'un CES au sein de l'IKERS 2. C'est obligatoire. Alors effectivement, je suis d'accord avec vous, puisque on n'a pas de retour sur l'IKERS. Il part, on ne le revoit jamais. Bon, mais c'est cette partie-là qui est un peu délicate. L'IKERS 2, lui, parle à des sacs et ça part à IKERS européen en fonction des événements et pour pouvoir faire une synthèse globale et pouvoir peut-être apporter, par exemple, sur les incidents au décollage, si des incidents au décollage, de nombreux incidents au décollage sont reportés, analysés par des sacs et remontés à l'européen, il va avoir peut-être à ce moment-là une édition d'une pratique à faire attention. La Fédé est consciente Je du peux. problème. Non.
Ouais, je finis. Tu peux Oui, je voudrais intervenir. juste dire un truc sur cette slide parce qu'il y a une erreur. Hop là, Que nom je- d'une pipe. En fait, c'est marqué que le portail Rex transmet automatiquement. Le portail Rex ne transmet pas automatiquement le Ecars 2. Le portail Rex FFVP n'est pas Exact. connecté à Ecars 2. Ah Je oui, crois que oui, je non, l'avais mais. corrigé, mais je l'avais Ouais, pas corrigé. ouais. C'est une erreur, Oui, hein. oui, non, non, oui, oui, mais c'est le futur. C'est ce que tu aimerais. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais, Et, c'est ce que j'ai demandé, mais ça voilà. coûte trop cher. Bah, j'ai encore vu Daniel Dupont tout à l'heure. Et il me dit qu'il travaille dur avec la FFA pour voir comment pouvoir en faire. Donc, pour l'instant, effectivement, on y travaille. La commission informatique y travaille. Et on est tous conscients que IKERS 2 est quand même quelque chose de lourd. Mais néanmoins, il y a une partie réglementaire. Et donc, eh bien, en tant que RGS, ben, aider les gens à monter, à établir un CES sur le portail ICARS 2. Il doit être fait, de toute façon. Donc, pour l'instant, on ne peut pas pallier la déficience, pardon, de la DSAC ou des instances européennes sur la facilité. OK, donc voilà. Je vais en revenir au REX. Alors, le REX, la première option, c'est le REX au sein de votre club. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit, euh, soit vous faites une adresse mail. Personnellement, j'ai fait une boîte aux lettres. Donc, une boîte aux lettres, on dépose le REX dans la boîte aux lettres. J'ouvre la boîte aux lettres régulièrement et je regarde ce qu'il en est. Si le REX il est bien anonyme, ben, je l'étudie, je l'analyse et puis j'en fais un rappel si les rappels sont nécessaires. S'il n'est pas anonyme, ben, je vais voir la personne en question, on en discute. Et si vraiment ce REX est intéressant à monter un peu plus haut, eh bien on va le mettre sur le formulaire en ligne vers la Fédé et on l'établira à deux. Néanmoins, encore, je répète encore une fois, hein, c'est une option qui commence au sein du club, qui peut être montée ensuite sur le portail fédéral, qui est tout à fait, on ne peut plus simple. Bon, après, si ce Rex peut rester en interne et être traité en interne, parce qu'il ne concerne que le club, pour une raison X, Y, il ne concerne pas la Fédé, pour différentes raisons, ben, il reste au sein du club. Et encore une fois, l'analyse et le compte-rendu se fera au sein du club. Euh, L'intérêt, c'est que effectivement, si vous pensez que votre Rex peut apporter quelque chose euh, à la fédération ou aux autres clubs, eh bien, ne pas hésiter et il faut le faire. Il faut établir un Rex. Voilà. Le, et surtout, le moins bon, en fait, le plus délicat, c'est de ne rien faire. J'ai fait une bêtise ou j'ai fait quelque chose, je ne vais pas le transmettre. Tiens, par exemple, bah, les positions hautes. Les positions hautes, on a fait une position haute dans le club, euh, euh, on fait profil bas, on ne le remonte pas à la Fédé, et puis il y a un autre club qui a fait la même chose. Et on a vu ce que ça apportait. Les incidents au Troy, par exemple, eh bien, les incidents au Troy qui ont été rapportés à la Fédé, il y a pu y avoir une analyse, il y a pu y avoir comment, une mise en place d'une procédure, eh bien, on a plus de position, pratiquement plus de position haute, et ben, au moins d'incidents en position haute, euh, pratiquement, et ni au treuil. Donc, d'où l'intérêt de reporter, même qui peut être, à vos yeux, un incident banal. Je suis long. Juste une phrase. En tout cas, ayez quelque chose parce que réglementairement, on vous demande d'avoir ce suivi-là. Je gère. C'est pour ça que je reviens sur mon premier discours sur la réglementation. Si vous faites que des Rex sur le portail FFVP, c'est très bien parce qu'elle va être contente, mais c'est compliqué à la fin de l'année de se dire mince, j'ai posé combien de Rex sur le portail. Ouais. C'est pour ça qu'il y a l'aspect, on peut commencer soit par un mail, soit par un formulaire en ligne, mais il faut avoir quelque chose. L'idée, c'est qu'il Ouais. faut avoir quelque chose pour tracer. Et après, c'est votre triage interne. Ok, Ouais. j'en fais un Rex fédéral ou pas, vous, ça reste qu'en Ouais. interne, mais au moins Et vous avez une puis, traçabilité. Et puis je veux rajouter aussi, c'est que euh, le Rex n'est pas une couverture non plus. On se dédouane pas en faisant un Rex. C'est-à-dire, oh, bah, je suis couvert, j'ai fait un Rex. Non, il faut qu'il soit intéressant et qu'on puisse l'analyser de façon. Le cycle réussi du Rex, bah, de Pierre, généralement, bah, l'événement a lieu le 18 mai. Hein, on ne va pas attendre la semaine suivante. Dès le dimanche,
En 19, on fait, on reporte le REX, soit par mail, peut-être quelques lignes. Là, RGS, eh bien lui, il va analyser, il va dire, ah bah, tiens, ça fait partie des choses obligatoires, c'est un incident au décollage. Bah, là, tu dois faire un ICERS. Donc, on fait un ICERS via le portail ICERS, ou, ou alors, on le fait à l'analyse le plus tôt possible. Ok. Donc le mardi 10 juin, vous voyez, on est parti du 18 mai, on arrive au mardi 10 juin. Le REX il a été analysé par la commission s'il était poussé chez Pascal. Et normalement, il y a un retour soit du RGS via Pascal ou même directement un petit mail court, retour vers Pierre. Et le dernier, eh ben, c'est le flash de sécurité, si c'est nécessaire, soit sur le forum du club ou même prise en compte par toutes les manières qu'on peut. On peut faire des vidéos, n'importe quoi, mais on fait un retour. Et il ne faut pas attendre un mois et pour moi, je pense un cycle vraiment maximum. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur les REX. Et encore une fois, le nombre de REX émis par an est une meilleure indicateur de la santé que le nombre d'accidents. Et Pascal est bien là. Je ne sais, chaque année, il nous fait le bilan des REX et ils sont en augmentation. Ce qui est un bien, puisqu'à partir de ce moment-là, la commission fait des propositions comment dirais-je, de procédure ou de flash info, bah, par exemple sur l'utilisation des crochets de remorquage au lieu des crochets de treuillage. Le retour que vous avez tous les mois sur ça s'est passé près de chez vous sort d'Arex. Donc vous voyez bien que là, il y a un retour et c'est un retour pédagogique. J'en ai fini, je pense, avec les REX. Très bien. Alors, où est-ce qu'on en est là dans On le fait on fait processus? une petite pause. Oui, ah ok, Alors, bonne juste, pause. même si on est déjà, on a, on Ah, est déjà bien avancé dans notre truc. Alors, il y a quelques petites questions. Bon, il y en a une qui était intéressante, c'est quels sont dans les équerres, quels sont les items les plus fréquents qui sont reportés? Eh bien, la FFVP n'a aucun retour des équerres qui sont déposés sur le site des équerres. Voilà. Une autre remarque qui concerne la sécurité, naturellement on parle de la sécurité des vols, mais ce qu'on est en train de dire n'est pas exclusif de la sécurité autour des avions, sur les aérodromes. bien sûr. Vous verrez d'ailleurs, vous voyez, si vous regardez le site, le formulaire REX, il y a manutention mise en piste Ouais. avant le vol, après le vol. Enfin, donc l'ensemble, moi j'ai un petit peu tendance à dire que tout fait partie de la sécurité des vols, hein. Chez nous, on a des gens qui tondent l'herbe, c'est la sécurité des vols. Des gens qui rangent le hangar, c'est de la sécurité des vols. Enfin, voilà. Euh, la question sur l'ECERS, si on a fait un ECERS, est-ce qu'on doit faire un REX FEVP? Il n'y a aucune liaison entre les deux systèmes, donc il faut faire les deux. Voilà. Si vous estimez qu'il faut aussi faire un REX, voilà. L'ECERS, c'est réglementaire, le REX, ce n'est pas réglementaire. Si vous souhaitez faire les deux, c'est très bien. Effectivement, la DGAC a indiqué un délai de 72 heures pour déclarer un incident. L'ECERS, donc la partie réglementaire, il y a 72 heures pour faire la déclaration ECERS. Le REX, il n'y a pas de délai, mais l'ECERS, il y a un délai. C'est comme le CRESAC dans le temps. Le CRESAC, c'était 72 heures pour faire le CRESAC. Alors, pourquoi ne pas intégrer ce GSASO au niveau du club? Alors, je ne sais pas ce que Laurent veut intégrer sous GSASO, mais est-ce Les qu'il veut Rex, intégrer les dépôts des Rex. dépose des Rex? Oui, mais GSASO, c'est Budget, un outil de format. Et puis GSASO, c'est un outil qui sert à en plus. la gestion du club. Si on le met dans. Une des difficultés du Rex, qu'il faut bien comprendre, c'est que si on met le Rex sous GSASO, il va falloir donner des droits spécifiques parce que peut-être que votre gestionnaire de Rex, il n'est pas instructeur. Donc, il va falloir lui donner des droits dans GSASO pour faire. Enfin, il faut mettre le formulaire dans GSASO. Dans un club, on n'a pas besoin d'une telle, entre guillemets, je vais être un peu, on n'a pas besoin d'une telle usine à gaz. On peut avoir un truc beaucoup plus simple qui est juste un Hmm. formulaire simple. Vous pouvez le faire sous papier ou vous pouvez le faire ou juste dire qu'il y a un mail, vous envoyez un, voilà.
Euh, la gestion ensuite, c'est le club qui va décider s'il veut l'envoyer sur, sur les REX FFVP ou pas. Voilà. J'avais une deuxième question. Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est Jérôme, ça concerne toujours un peu la distinction entre le DTO et le club. Est-ce que les contrôles de compétences annuels, donc enfin, dans les 20, alors faut faire un peu attention, est-ce que c'est un contrôle de compétences ou on va dire qu'est-ce que le vol annuel avec un instructeur rentre dans le cadre du DTO ou pas? Moi, sincèrement, je n'ai pas la réponse. Mais c'était juste pour dire que ça permettait d'impliquer les gens qui ne sont pas forcément dans le DTO ou en formation. Ça permet de les intégrer dans le suivi sécurité du DTO. Euh, je, je, je pense que moi, je fais de l'avion léger. Dans l'avion léger, on ne peut pas faire de vol annuel avec instructeur hors DTO. La machine doit être dans le DTO et l'instructeur doit être dans un DTO. Donc je pense que je ne sais pas si au niveau du planeur, je ne suis pas assez à l'aise avec l'ensemble des textes, mais je pense que ça doit être la même chose. Et donc ça veut dire que bah, c'est effectivement une façon d'intégrer les gens dans la sécurité du Ouais. DTO. Voilà. De toute façon, je pense moi que si on veut pas complexifier la discussion en interne, il faut Ouais. globaliser. Faut globaliser. C'est Faut un seul système de un seul sécurité. système. Mm. Il faut Ouais. tout inclure dedans. À, à toi, Michel. Il est Attends, 21h12. ouais, il y a une question qui était intéressante. Qu'en est-il d'un pilote qui arrive à masquer un problème de santé? Ouais, mais Euh, c'est un système. Oui. Euh, ouais, je pense qu'il faut On se. va y venir. On garde le point parce ouais. que j'en parle un petit peu. Ouais. Ok. Voilà. Bon, alors où est-ce qu'on en est là? Donc, on a posé la première brique, culture juste. Donc là, dans le club, on a la confiance des membres. Deux, la deuxième brique, on a mis au-dessus, poum, on a des REX. Donc maintenant, à partir de maintenant, on a des remontées d'informations. Elles existent, elles sont traitées. Il y a une boucle de retour qui tourne. Donc, avec ces deux briques en place, là, maintenant, on a les conditions vraiment pour démarrer une vraie gestion de la sécurité. Euh, et pour la faire, bah, il faut tenir sur deux jambes, la partie réactive et la partie proactive. Alors, ces deux logiques ne font bien sûr pas la même chose. Elles ont pas, je ne sais pas si elles n'ont pas le même objectif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elles demandent des compétences différentes et elles prennent aussi des temps qui sont différents. Donc, la première jambe, c'est la partie réactive. Donc, c'est la plus intuitive, hein, c'est celle qu'on arrive le mieux à faire. Elle est souvent déjà bien en place dans les clubs. Bon, en gros, quelque chose arrive, bah, on déclare, on analyse, on agit, on corrige. C'est ça un petit peu la cinématique. Donc, c'est déjà une très bonne pratique si on a ça, parce que sans réactif, en fait, on n'apprend rien de ce qui s'est passé. L'idée, c'est il s'est passé quelque chose, donc on a besoin d'apprendre de ce qui s'est passé. Et donc, sans cette approche-là, c'est pas ce qui s'est passé. Mais par définition, bah, le réactif, c'est trop tard pour l'événement qui vient de se produire, quoi, il a déjà eu lieu. Donc le réactif, en fait, il sert à comprendre, on peut dire ça, mais il ne prévient pas, ou en tout cas, il prévient aussi, parce qu'on peut analyser, tiens, il y a des choses qui se répètent, mais disons qu'il ne prévient pas ou il prévient peu. La deuxième jambe, c'est le proactif. Donc ça, c'est avant que ça arrive. Donc le proactif, c'est vraiment de venir à repérer j'arriverai pas à le dire ce soir, les vulnérabilités, si j'ai réussi, avant qu'elles ne produisent un événement. Donc ça passe par plusieurs choses qu'on va voir un petit peu après. Ce qu'il faut néanmoins retenir, c'est que c'est un domaine qui est infiniment, vraiment infiniment plus efficace pour éviter les accidents. Donc ça mérite vraiment qu'on y mette quand même un petit peu le doigt dedans. Bon, le réactif, je passe un peu vite parce on est un petit peu en retard. On a déjà largement couvert ça. C'est le process dont vous a parlé un petit peu à là. Et qui se termine effectivement par ECARS 2, oui ou non. Je m'attache plus à la partie du second volet qui est la partie proactive. Et pour bien le faire, il y a un certain nombre de domaines qu'il va vous falloir surveiller. Si vous voulez commencer vraiment l'approche proactive, il faut commencer à surveiller un certain nombre de domaines. On va en voir plus, mais il y a au moins ceux-là. Donc moi, j'en vois cinq principaux. Je les passe rapidement, mais là, l'idée de fond que vous devez retenir, c'est que ce ne sont pas cinq cases à cocher. C'est pas cinq cases à cocher, je sais pas, une fois par an ou une fois par mois. Non, 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 non. Enfin, si, peut-être une fois par an, c'est déjà pas mal, mais voilà, l'idée, c'est pas, OK, consigne, on en a. Bam.
C'est plus que ça, quoi. C'est 5 zones qu'on va venir monitorer. On regarde ça en permanence. C'est ça le travail du proactif. C'est ça le travail d'une commission ou d'un RGS s'il est tout seul ou d'une commission s'il est un petit, si c'est une communauté un peu plus agrandie. Son but, c'est de devenir bouclé sur tous ces sujets à chaque fois. On fait un petit point. Tiens, aujourd'hui, réunion de sécurité, on en parle. Consignes, comment on en est? Il y a des choses à faire évoluer, pas évoluer, quels sont les incidents qu'on a eus qui peuvent impacter les consignes, etc., etc. Donc voilà. Donc, 5 particularités. Euh, donc, le premier point, c'est les particularités locales. Alors, c'est un gros point. L'important, c'est de les formaliser. D'ailleurs, sur le compte rendu annuel, on vous demande d'y faire référence. Donc, l'important, c'est de les formaliser. On les connaît. C'est quoi les particularités locales qui peuvent avoir un impact sur la sécurité au quotidien? On les connaît et pour ça, on a un outil qui s'appelle Pomp. Euh, Vous savez, donc je ne sais plus d'ailleurs dans quel document c'est spécifié ça. En tout cas, voilà, pompe. Donc vous savez, c'est le fameux comment on appelle ça? C'est le fameux acronyme où piste, obstacle, météo, particularité, espace, je sais plus, et sol. On va venir se poser une question. Voilà, est-ce qu'on a une problématique en termes de piste? Par exemple, chez nous, au Pixelou, on décolle toujours dans le même sens quoi qu'il arrive, puisque la piste est en pente. Donc, on décolle vent de cul. A, P, ça peut être intéressant. C'est vraiment un facteur récurrent sur lequel il faut qu'on se pose des questions et qu'on trouve des moyens de mitigation parce que c'est un risque. Donc, c'est ça l'intérêt des particularités, j'arriverai pas à lire, des particularités locales. C'est de balayer tous ces domaines, tous les domaines impliqués, au travers de l'acronyme POMP. Et ça, c'est intéressant et c'est riche pour tout le monde parce que si on le formalise sur papier, alors le jour des comptes rendus, c'est plus facile parce que c'est un document qu'on fait évoluer à chaque fois qu'il y a un problème ou des nouveaux risques qui peuvent arriver, notamment par exemple le vieillissement d'une population, ça peut faire partie d'un nouveau risque. Donc on a besoin de le formaliser, on a besoin de le décrire dans ce document-là et voir qu'est-ce qu'on met en œuvre pour essayer de mitiguer ce risque-là. Ça peut être quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Deux, c'est l'accueil des nouveaux. Il faut évaluer régulièrement s'ils sont correctement pris en charge. Je sais plus, c'est Alain qui disait tout à l'heure, mais ou c'est Pascal. Ouais, ouais, il faut leur inculquer la culture dès le départ, etc. Donc effectivement, quand on se réunit, il faut se poser la question, est-ce que l'accueil des nouveaux qu'on reçoit est efficace, oui ou non? Est-ce qu'ils sont correctement pris en charge? Est-ce qu'on leur inculque bien dès le départ tout ce qui peut avoir un impact sur leur sécurité ou celle des autres? Souvent, on va trop vite avec les nouveaux. On a tellement de choses à leur dire, en fait, quelquefois, on l'oublie. C'est une question aussi de bande passante, comme je parlais tout à l'heure. Quelquefois, on oublie de les dire. Et on connaît tous des cas où, je sais pas, on a abîmé des planeurs parce qu'ils étaient deux à l'aile à sortir d'un hangar, ils savaient pas trop comment faire, ils étaient tous les deux à tirer, ou on en a vu traverser les pistes sans avoir regardé si les axes étaient dégagés. C'est ça les problèmes des nouveaux venus. Euh, donc, être nouveau dans une activité, surtout une activité à risque, c'est pas du tout à négliger dans la réflexion, donc il faut l'avoir. Troisième, c'est la formation continue. Euh, un pilote breveté, en fait, il est jamais formé une fois pour toutes. On le sait tous, ça. Les compétences se périment. Euh, je- Par exemple, après une longue coupure hivernale, c'est sûr qu'on a perdu en automatisme, on a perdu en compétences. Il faut se remettre à niveau. Donc, c'est un point essentiel. Il est d'autant plus essentiel que l'expérience montre en fait que dès qu'un club relâche un petit peu l'effort, la formation continue, c'est souvent le premier truc qui passe à l'as, quoi. Donc, c'est un point clé parce que c'est précisément cette formation continue qui entretient les automatismes, recale les petits écarts qui s'installent sans que personne ne les voit et maintient globalement comment dire ça, un niveau de vigilance qui est collectif. 4, mais bien sûr, c'est la maintenance, hein, l'état des matériels, l'état des planeurs, des câbles, des treuils, des remorqueurs. Euh, et là, le regard d'un mécanicien est aussi précieux en commission de sécurité, donc ça vaut le coup si vous faites une commission de sécurité, que la partie mécanique en fasse partie, parce qu'il faut qu'il ait la parole sur comment justement lui classifie ou il évalue le risque inhérent à la plateforme d'un point de vue maintenance. La partie 5, c'est le suivi des pilotes. Bah ouais, qui volent combien de temps, dans quelles conditions, avec quels écarts. Voilà, un pilote qui cumule des petits écarts et qu'il faut accompagner, il faut le détecter, quoi. On appelle ça les signaux faibles. Il faut commencer à s'en occuper. Et il faut le faire, bien sûr, avant l'événement.
et pas après. Donc ça rentre aussi dans cette surveillance par domaine. Alors, il y en a sûrement plus. Donc encore une fois, la clé ici, c'est que ces 5 zones, bah, elles se regardent en commission de sécurité et pas en réunion technique. C'est pas la réunion des instructeurs où c'est vraiment une réflexion par l'équipe de sécurité où on se pose quoi. On regarde les règles de l'année, on regarde ce qui s'est passé et on regarde sur ces 5 domaines à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire évoluer ou pas. Est-ce qu'on doit faire des messages sur, ouais, après une période hivernale, peut-être qu'il faut mettre des choses en place dans notre règlement intérieur, dans nos consignes, pour mitiger un risque qui est visible, notamment au travers des règles qui ont été retournées. Donc c'est vraiment l'hygiène, c'est l'hygiène mensuelle en fait du club. Voilà, le proactif, c'est vraiment ça. Regardez devant et regardez devant. Alors, ce travail proactif suppose aussi de devoir ou de savoir aborder tous les sujets, y compris des sujets plus délicats et plus polémiques. J'en ai pris un exemple qui est polémique souvent. Donc le vieillissement, c'est effectivement une bonne illustration de ça. Combien de difficultés on a à discuter sereinement, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein, alors que pourtant l'accidentologie récente nous rappelle que c'est pas un sujet anodin, quoi. Il faut s'en occuper. Et c'est justement et précisément pour cela qu'il est vraiment utile de disposer d'une personne distincte de l'équipe dirigeante. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment important. Quelqu'un qui est capable vraiment de porter ces questions sans les faire peser sur des relations hiérarchiques ou même amicales du club, quoi. Et vraiment, il faut dépassionner les sujets difficiles, mais il faut pas les cacher, il faut pas les mettre sur la table. Donc vraiment une approche globalisée. De toute façon, en termes de RGS ou de commission de sécurité, quand vous parlez individu, c'est que vous n'êtes pas au bon niveau. C'est déjà une règle que vous pouvez vous mettre aussi, ça. Vous, voilà, le positionnement, il est global. Il se passe quelque chose au niveau de l'individu, mais vous en sortez quelque chose de global. Toute la discussion, la réflexion, les écrits, les consignes, les machins, c'est globalisé dans votre structure. Si vous êtes au niveau de l'individu, c'est plutôt le travail du chef pilote ou des parties opérationnelles. Chef pilote, bureau, CA, commission de discipline éventuellement. Mais c'est autre chose. C'est encore une fois, c'est un autre sujet. Donc pensez ça, c'est un petit warning. À chaque fois que vous traitez un cas, si vous êtes sur l'individu, c'est que vous n'êtes pas au bon niveau de travail. Mais bon, bref, excusez-moi, je dévie, mais voilà, une approche globale et dépassionnée doit permettre de poser les constats sereinement, d'appeler à la vigilance et de rappeler quelques bonnes pratiques quand même, vraiment sans stigmatiser personne. Avec des retours d'expérience efficaces et surtout, encore une fois, une bonne culture de sécurité, on peut aussi s'attacher aux signaux faibles. Alors, c'est un petit peu, c'est la dernière brique du carrosse, hein, un signal faible, en fait, il ne s'est rien passé. C'est un petit quelque chose qui fait que bah, pas d'événement. En fait, il n'y a rien eu, mais qui quand même raconte quelque chose pour ceux qui savent le lire, quoi. Et sur ce terrain-là, des signaux faibles, en fait, les instructeurs, votre équipe pédagogique, eh ben, ils sont vraiment en première ligne. C'est eux qui voient, ils voient mieux que quiconque ce que personne d'autre ne voit, quoi. Un élève qui se met un petit peu à hésiter, alors qu'avant il était à l'aise sur ces choses-là, un pilote autonome qui commence à oublier des points de checklist, je sais pas, quelqu'un qui, bah, face à l'imprévu, bah, avant il se comportait bien, maintenant on voit qu'il répond avec retard, et puis c'est un petit peu anormal. Euh, Pris isolément, chacun de ces indices, en fait, ils valent rien. Isolément, ça vaut rien. Mais si on les consigne, si on les croise, c'est ça l'idée aussi de la commission, bah alors on peut voir des schémas qui se répètent. Et cumulé sur une longue période, sur 6 mois ou un an, bah, ça fait probablement émerger quelque chose. Et c'est vraiment là qu'on peut accompagner avant que ça devienne un événement. Donc encore une fois, hein, c'était ma question de tout à l'heure, c'est vos retours et vos partages d'expérience, ils sont à quel niveau de la fameuse pyramide d'Alain, quoi? Est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle est en bas? Si on est en bas, il faut arriver à ce niveau du presque événement. Donc tracer les signaux faibles, c'est vraiment une mesure, mais vraiment extrêmement efficace. Encore une fois, c'est beaucoup plus efficace que le réactif.
Donc c'est vraiment très efficace pour une approche qui est proactive. Donc on n'attend pas l'incident, on intervient vraiment sur les indices qui précèdent. Préparer à apprendre des autres, ça on connaît. Les derniers réflexes, bien sûr, toujours dans l'approche pédagogique, mais c'est pas des moindres. Ben, il y a deux volets là que j'ai voulu traiter. Un, c'est la préparation aux urgences. En gros, là, la règle, elle tient vraiment en une phrase, hein. Tout ça, ça se prépare avant et pas pendant. C'est ce qui fait la différence en accident qui peut être très grave et un événement sérieux. Donc ça passe vraiment dans vos clubs par un protocole qui est connu, qui est affiché sur votre site, dispatché à plusieurs endroits dans le club. Si vous n'avez pas, vraiment préoccupez-en vous. Pourquoi pas faire une simulation de temps à autre? Alors bon, voilà, ça peut être important. Vous verrez que moi, je l'ai fait une fois et puis on est à la rue, quoi. On se dit, waouh, waouh, on a oublié plein de trucs, c'est pas du tout carré. Donc ça vaut le coup quand même. C'est un bon exercice quand il fait pas beau ou qu'on a l'activité pas terrible de dire, ah bah, tiens, aujourd'hui, simulation, il s'est passé, on se prend un événement, on se prend un cas de contexte et on dit, bah, comment on réagit? C'est quoi les étapes? Un, 2, 3, 4. Et on déroule le plan. Le second réflexe qui me paraît important, on l'a rapidement évoqué, mais c'est d'apprendre des autres. C'est pour ça qu'on est aussi là ce soir. Euh, Parce que, en fait, un club qui est isolé, il apprend lentement. Alors qu'un club qui, lui, est connecté, bah, il apprend vite parce il a de l'information, quoi. Et les sources, elles sont vraiment là et elles sont gratuites. Donc, il faut y souscrire, il faut aussi abonner, quoi. Les Rex fédéraux. Alors, les Rex fédéraux, c'est important, effectivement. Ça s'est passé près de chez vous. Je crois que c'est publié une fois par mois, si je me trompe pas, Pascal. Mais c'est vraiment c'est une mine d'or, quoi, qu'il faut étudier, étudier en briefing, faire étudier avec nos élèves. Euh, donc en attendant que vous ayez énormément de retours de Rex sur des presque accidents, si vous n'en avez pas, déjà c'est une bonne source d'information. Bon, je passe vite, il est tard, donc les rapports BEA, les publications EASA, euh, tout ce qui peut faire parler, sur lequel on peut partager l'expérience sans avoir eu nous-mêmes l'accident, c'est vraiment une source de richesse importante. Si on n'en tient pas compte, ben, encore une fois, on n'apprend pas vite, hein. C'est juste ça, on n'apprend pas. Donc, ce qu'il faut retenir là, ok, le réactif, c'est indispensable, on le fait presque tous, mais vraiment, le proactif, lui, alors, il est plus exigeant, mais il est infiniment plus efficace. Donc, si on veut du résultat, c'est ça qu'il faut traiter. J'arrive sur le point 6, qui est un des points essentiels, et on est presque à la fin, c'est organiser les rôles. C'est un piège, ça, qui fait que dans beaucoup de clubs, la démarche de sécurité ne décolle pas vraiment, même avec les meilleures intentions du monde. Euh, Ce piège, il est directement, je reviens, lié à la culture juste, et il se joue dès le départ. C'est pour ça que j'ai insisté au début, là, c'est vraiment la première brique à mettre. Trop souvent, on ne se pose pas de questions, la sécurité est confiée à celui qui porte déjà tout dans le club, le président, le chef pilote. C'est un réflexe un petit peu naturel chez nous. Tac, en plus, ça tombe bien, il est responsable de la sécurité, le DR, donc on met ça chez le président. Donc, ce sont des profils engagés, respectés dans le club, mais encore une fois, pas forcément bons pour l'animation de la gestion de la sécurité. Pour moi-même, hein, mon avis, c'est qu'il ne faut pas que ça soit eux. Et je vais vous expliquer, on va essayer de voir pourquoi. Bon, c'est un sujet pas facile, franchement, et pour être honnête, il y a certains points, moi, j'ai toujours pas réussi à le mettre en œuvre dans mon club non plus, donc c'est pas facile, pourtant je m'y en occupe pas mal. Euh, mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de sortir la partie, et Alain l'a redit, la partie direction, la partie, dès il peut y avoir ce pouvoir hiérarchique ou ce pouvoir de décision derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal organisé. Donc, il faut revoir ça. L'argument 1, c'est important, c'est la confiance. On l'a déjà dit. Un membre ne parlera pas, ou il ne parlera pas librement, il dira partout à celui qui peut le sanctionner. Voilà, c'est un mécanisme universel, c'est un mécanisme qui est humain. Il est documenté depuis 50 ans. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très marqué. Donc le jour où vous voulez qu'un pilote puisse vraiment parler, vraiment se lâcher, ben, il faut qu'il puisse parler à quelqu'un qui ne décide pas de son sort dans le club. Argument numéro 2, la qualité de l'analyse. Euh, une analyse de la sécurité doit être détachée, par exemple, des histoires personnelles. Alors, ok, mon cas de la vache tout à l'heure, écoute, mec, ça fait 2 fois que tu t'es vaché cette année. Voilà, on commence, si on n'a pas la bonne personne, on commence à être à nouveau dans la personne et pas dans le global. Or, elle ne doit traiter que de l'aspect global.
comprendre l'événement, comprendre les barrières existantes, savoir si l'événement se répète ou non, évaluer la gravité potentielle, vérifier que les mesures de remédiation sont en place, est-ce qu'elles fonctionnent, et ainsi de suite. Donc, c'est un gros travail, cette partie-là. Argument 3, charge de travail, on en a déjà parlé, président saturé, chef pilote souvent aussi. Donc tenir ce que je viens de, rien ce que je viens de dire avant, donc une vraie démarche de sécurité, bah, c'est plusieurs heures par mois, quoi. Lecture, analyse, des flashs, les commissions, la veille de ce qui se passe au niveau événement dans les autres clubs, etc. Tout ça, ça s'ajoute au reste. Donc pour un bénévole qui est déjà investi, c'est compliqué pour pas dire complètement intenable, quoi. Argument numéro 4, l'alignement avec les bonnes pratiques. Séparation des fonctions imp- imposées. Imposées déjà réglementairement par le hasard. Euh, donc c'est même, enfin, moi je ne suis pas pilote de ligne, mais tous nos collègues pilotes là qui sont avec moi aujourd'hui, vous pourront vous dire que c'est une règle absolue depuis presque 20 ans dans l'aviation commerciale, quoi. On sépare les rôles. Argument numéro 5, donc c'est que ça fonctionne quand même. Argument numéro 5, c'est la protection du président. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre ça. Le jour où survient un événement grave, il est bien plus confortable juridiquement, humainement, institutionnellement, que l'analyse ait été portée par une personne dédiée, complètement autonome, avec une méthodologie qui est documentée et une politique de sécurité qui est écrite, quoi. Voilà, si vous avez encore une fois, si vous n'avez pas tout ça et vous devez porter tout en tant que responsable de structure, bon courage. La bonne démarche, c'est de trouver un membre qui accepte ce rôle. C'est pas facile non plus, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et le profil idéal n'est pas toujours celui qu'on imagine. Pour moi, il y a 6 caractéristiques qui peuvent guider votre choix. Petit 1, il faut quand même que ça soit un pilote. C'est pas un petit jeune qui vient d'arriver. Euh, c'est quand même un pilote qui est expérimenté et qui est respecté. Je pense que c'est une clé importante. Il faut de la crédibilité technique un petit peu naturelle, mais pas forcément le plus gradé, quoi. Mais voilà, quelqu'un qui a de l'expérience. Euh, donc un pilote bon techniquement, qui réfléchit, qui a un petit peu de charisme. Voilà, c'est typiquement le gars parfait pour faire ça. Petit 2, il faut qu'il ait impérativement un tempérament d'écoute et de discrétion. Vraiment, ce point clé. On rebondit sur tout ce qu'on s'est dit avant. Donc quelqu'un qui passe vraiment du temps à écouter, à apprendre sans juger, à reformuler sans trahir, à pas tchatcher dans les hangars ou à se faire entendre par les autres. Donc franchement, pour ce poste-là, les personnes qui sont très affirmées, très directes, ne sont pas toujours forcément les bonnes. Voilà. Petit 3, il faut de la rigueur méthodologique, parce que ce qu'on me disait tout à l'heure, même si on commence avec de l'Excel, tenir un fichier Excel, un tableau de bord de suivi, le documenter, ne pas oublier les échéances, Crésac, 72 heures, etc. Bon, on a besoin de quelqu'un de rigoureux dans ce rôle, quoi. Petit 4, absence d'autorité hiérarchique, je ne reviens pas, on en a parlé 10 fois. Petit 5, il faut de la disponibilité. C'est pas un temps plein, mais bon, c'est du travail quand même. Donc c'est important qu'il ait de la disponibilité, ce qui fait qu'on ne cible pas non plus les gens qui sont déjà très chargés. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle l'indépendance fonctionnelle. Donc il faut aussi essayer, si on peut, hein, je pense que c'est pas toujours facile, mais l'indépendance fonctionnelle, c'est aussi il faut pas choisir quelqu'un, par exemple, qui siège qui est DR, qui est OCA ou on l'a dit, dans la commission de discipline, quoi. Il y a pas, on a une vraie indépendance fonctionnelle par rapport à la partie organisationnelle du club. Donc concrètement, voilà une organisation qui serait propice. Encore une fois, c'est pas toujours facile, mais voilà ce qui est propice en fait pour avoir une gestion optimale de la sécurité dans un club. Donc tout en haut le CA, le bureau. Voilà, c'est lui et lui seul qui est habilité à sanctionner s'il fallait sur des cas graves ou voilà. Euh, En dessous, il y a la partie DR, DTO. Alors, quelquefois, c'est le président, ça se cumule. Mais bon, il faudrait pas que ça soit le cas, comme je vous l'ai dit. Ah si, pardon, sur la partie DR, pardon, il y a pas de souci, ça peut se cumuler. Mais c'est lui qui porte la politique de sécurité. Donc, c'est lui qui arbitre, c'est lui qui signe. Il représente vraiment le DTO vis-à-vis de l'autorité. Donc, garant global de toute la démarche dont on parle ce soir.
Puis là, ça se sépare en deux branches, c'est ce qu'il faut. D'un côté, le chef pilote, donc partie opérationnelle à gauche, partie vraiment gestion de la sécurité à droite. Voilà. C'est la partie de droite qui reçoit les REX et qui s'appuie éventuellement sur une commission de sécurité. Voilà. Elle analyse, elle juge pas. J'avance un petit peu vite. Donc, trouver une bonne personne pour ce rôle, c'est probablement la décision qui est la plus rentable qu'un président de club puisse prendre en matière de sécurité pour plein de raisons. Petit mot sur la politique écrite. C'est la dernière partie de ma présentation. Euh, donc, ça conclut un peu tout ce qu'on s'est dit avant. C'est tout, en fait, tout ce qu'on vient de se dire, il faudrait le formaliser. Euh, Culture juste, REX, surveillance proactive, réactive, proactive, organisation, les rôles. Voilà. L'idée, c'est de formaliser tout ça par écrit, parce qu'on vous le demande réglementairement. Euh, voilà. Pour toutes ces raisons que vous avez ici à l'écran. Donc, c'est important aussi, c'est rendre ces engagements visibles pour tous. Je dis un mot là-dessus. Un document, c'est quelque chose qu'on peut montrer à un nouveau membre, à un visiteur qui arrive, à la DSAC le jour d'un contrôle. Et puis il y a cette règle toute simple qui dit que bah, ce qu'on n'écrit pas, en fait, on finit par l'oublier. Donc c'est important de le formaliser, encore une fois, cette politique de sécurité. Deux, ça permet de servir de référence commune. Dans un club, bah, les générations se succèdent, les bureaux changent, et un document qui est tenu à jour par quelqu'un qui est indépendant, bah, c'est aussi la mémoire du truc, quoi. Le prochain bureau, il repart pas de zéro et il s'appuie sur ce qui a déjà été construit. Petit 3, c'est aussi rassurer les membres. Super important. Là, on s'est dit des choses, mais il faut l'écrire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de mon Rex? Qui le voit? Est-ce que ça peut me retomber dessus, oui ou non? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Voilà, donc un document qui répond clairement noir sur blanc, ça lève complètement les angoisses. Bah, à condition de s'y tenir après, derrière. Mais voilà, c'est ce qui donne envie de déclarer ou pas. Et petit 4, bien sûr, c'est l'exigence réglementaire qui prévoit que bah, le dirigeant responsable est responsable de développer cette politique de sécurité et de la formaliser. Donc il aura montré ça un jour ou l'autre. Donc je vous donne ici, à titre d'exemple, bah, une structure possible de documents. Je ne rentre pas dans le détail, chacun fait comme il veut. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai structuré les miens, mais en gros, c'est un peu tout ce qu'on a parlé ce soir, quoi. Donc, franchement, l'idée, c'est pas un document de 400 pages. Ah, c'est 25 pages, je sais pas. C'est pas non plus, c'est pas non plus un document réglementaire, quoi. Je vous ai fait deux exemples là ici que vous voyez à gauche, quoi. Mais une politique de sécurité, c'est vraiment pas un texte réglementaire. Si on est parti là-dedans, ça termine dans un tiroir et puis on n'en parle plus, quoi. Ça doit être quelque chose de humain, compréhensible par tous, pour que ça soit compris et retenu. Donc il faut rester simple dans ce bout de document et aller vraiment à l'essentiel. Voilà, c'était ce slide-là. Donc écoutez, euh, puisqu'on parle de risque et vu l'heure, bah, le risque, c'est que vous, à ce stade du webinaire, bah, c'est que vous repartiez chez vous la tête peut-être pleine d'idées. Et en fait, que lundi, il ne se passe pas grand-chose. Pas par manque d'envie, mais simplement parce qu'on ne sait pas trop par où commencer quand il n'y a pas déjà des choses en place. Et parce que c'est globalement, quand même, c'est un sujet qui est complexe et qu'il faut savoir un peu l'expliquer concrètement, bah, peut-être à son bureau ou à ses membres, pour obtenir l'adhésion avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce que si on n'a pas l'adhésion du club, ça, là aussi, c'est peut-être la première brique quand même à avoir avant de se lancer dans quelque chose. Mais bon, appuyez-vous sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hein. Déjà, c'est réglementaire. Donc pour éviter ça, on a essayé de réfléchir à ce que vraiment pourrait être une feuille de route et de vous la proposer. Mais franchement, elle est totalement subjective, cette feuille de route, donc à vous d'y prendre ce qui convient à votre contexte propre. Au début, j'avais formalisé ça, feuille de route, en 90 jours, alors en 12 semaines. Mais bon, 12 semaines, c'est trop pour certains, beaucoup trop pour, pas assez pour d'autres. Donc voilà, on vient piocher un petit peu là-dedans ce qui nous intéresse. Donc, c'est pas du tout une recommandation officielle, hein, j'insiste là-dessus. Euh, je pense juste que en tout cas, j'ai le sentiment que c'est une des bonnes façons de commencer dans un club. Donc, cette feuille de route, elle tient en 4 phases. Et l'ordre compte ici parce que chaque phase prépare la suivante. Donc, si vous brûlez les étapes, en fait, la démarche, elle va pas fonctionner. Ça va s'essouffler. C'est garanti.
Mais si vous ne mettez pas les briques d'abord, derrière, ça va pas bien se passer. Donc, petit 1, c'est on pose les fondations humaines. Humaines d'abord. Donc, avant l'outil, avant les procédures, il faut un bureau qui est aligné. Alors, si vous n'en faites pas partie, il faut aller le voir, il faut leur expliquer, leur faire écouter le webinaire d'aujourd'hui. Il faut un bureau qui est aligné. Il faut essayer de pressentir peut-être un RGS, une personne qui prendrait en charge cette sécurité. Vous de pressentir ça. Avec peut-être un premier brouillon de politique de sécurité. Voilà, pour moi, ça c'est le socle. Sans une direction de votre club qui porte ce sujet, bah, franchement, et une personne vraiment identifiée qui a le temps de s'occuper de ça de manière un petit peu sereine, bah, le reste, ça sert à rien. On va s'épuiser, on va perdre du temps. Donc, franchement, la sécurité là, euh, c'est d'abord quelque chose qui se partage. Sinon, c'est une procédure, ça ne marche pas. Phase 2, bah, on commence à mettre en place des outils. Donc, on le choisit ou on le crée. Si on va dire de plus d'informaticiens aujourd'hui, et puis il y a de l'IA qui permet d'aider à faire des choses de manière automatique, même quand on n'est pas informaticien, n'est-ce pas, Pascal? Yes. Euh, et on le teste avec un premier dépôt, quoi, exemplaire. On fait un premier dépôt et on essaie d'avoir le traitement dont on a parlé tout à l'heure de manière un petit peu exhaustive. Là, l'enjeu, il n'est pas technique. Franchement, c'est pas l'idée. Il est culturel. Là, on est dans la phase outils-rex culturel. Il faut montrer que signaler un événement, bah, ce n'est pas se dénoncer ni dénoncer les autres. Donc, en fait, l'idée, c'est que le premier Rex, idéalement, ça serait bien s'il est déposé par un membre du bureau ou un ancien, quelqu'un waouh, qui donne le ton, quoi. Ça installerait tout de suite la confiance et vraiment le caractère non punitif de la démarche, quoi. Phase 3, ben, là, on rentre dans le vrai. Ben, on commence à faire tourner la machine, quoi. Donc, on a l'adhésion, on a les outils, ben, on commence à le faire marcher. Donc là, on essaye d'avoir nos premiers rex, on incite, on voit des choses, on dit, ah, tu pourrais pas me faire un rex sur ça. Donc, c'est pas encore la culture où tout le monde le fait naturellement, mais on essaye d'inciter, de, voilà, de faire pousser, d'acculturer, en fait, sa communauté. C'est vraiment le moment où la démarche va devenir visible et vivante. Donc là, les membres voient ce qu'ils signalent. Ils vont voir aussi ce qui est vraiment lu, ce qui est vraiment analysé, et s'il en chose quelque chose d'utile, hein. La remarque d'Alain tout à l'heure, la fameuse boucle, ça c'est crucial dans cette fameuse-là, c'est ce que j'ai dit là, je sais plus, dans cette phase-là, pardon. Euh, c'est cette boucle qui va vraiment entretenir l'engagement dans le temps. Donc vous devez y porter de l'attention. Un Rex qui tombe dans le vide, c'est ce qui nous arrive avec les Crésags, ça tue le système. Si on ne nous imposait pas, on ne le ferait pas. Parce que s'il n'y a aucun retour, la fédération ne sait pas le nombre de Crésags qu'on a fait, on n'a aucune information, on se dit bah, à quoi ça sert, quoi. Donc si vous faites ça en local, c'est mort. Phase 4, c'est la dernière. Et là, l'idée, c'est qu'on vraiment on documente du coup, ça commence à bien marcher, la mayonnaise monte, donc on vient essayer de documenter et de pérenniser tout ça. Voilà. Donc là, la politique de sécurité, elle est en place, vous l'avez formalisée, elle est adoptée, les engagements sont pris et ils sont tracés. On a fait un petit livret d'accueil, je ne sais pas, pour les nouveaux, etc., etc. Donc c'est cette phase qui transforme en fait une dynamique. Avant, c'est une dynamique qu'on essaye de mettre en place et qui repose un peu toujours sur des gens un peu, il faut des gens un petit peu punchy, là, un petit peu motivés, mais la phase 4, c'est là on commence à avoir un vrai fonctionnement qui s'installe, quelque chose de durable, le processus, voilà, il commence à maturer et on est dans quelque chose de plus serein et de plus périn. Donc si vous suivez ça, au bout de quelques mois, vous aurez une démarche de sécurité qui fonctionne. Alors, sûrement pas parfaite, certainement pas, ni complète, mais en tout cas, vous aurez quelque chose qui fonctionne et qui a la chance, qui a une chance en fait de perdurer. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, j'espère vraiment qu'il aura pu vous donner quelques éléments de réflexion quand même pour construire quelque chose, ou en tout cas améliorer votre quotidien. Le sujet est bien sûr tellement vaste qu'on aurait pu aborder bien d'autres thèmes, hein. Là, on a fait des choix. Euh, on est évidemment bien loin d'avoir tout dit. Peut-être qu'il faudra une deuxième session. En tout cas, pour la fédération, ce sujet, il est vraiment de toute première importance. J'espère que vous en êtes convaincus.
Et vous voyez bien que depuis plusieurs années, ben, il y a énormément d'initiatives qui ont été lancées, hein, et tout ça, c'est lié en fait. La formation par les compétences, le TEM, les CRIS, les réunions sécurité en région, euh, les REX, les flashs, les actions vitales. J'ai oublié le nom de l'événement en début d'année, mais la journée de la sécurité là, à La Rochelle. Donc c'est une vraie bataille que la fédération a décidé de mener. Mais cette bataille, elle repose aussi, ils ont les mêmes contraintes que nous dans les clubs, c'est-à-dire que ça repose aussi et avant tout sur tous les responsables et tous les encadrants de terrain. Voilà. Donc nous tous. Donc c'est aussi à nous, à vous, de faire vivre la sécurité au quotidien. Et c'est pour ça que bah, toute l'équipe qui est présidée par Jean-Yves, qui est avec nous ce soir, elle est à votre écoute pour comprendre les difficultés que vous pouvez rencontrer et pour avancer en fait tous ensemble, quoi. Donc je vous remercie à tous pour votre présence. Je ne sais pas si Jean-Yves, tu veux dire un petit mot Je, ou Pascal de conclusion. c'est Pascal, il y a trois petites choses Ah, autre. il y a quelques questions, donc on va quand même Très bien, encore avec en plaisir. parler. Bon, il y a Thierry qui souhaite qu'on parle un petit peu comment transmettre toute cette, comment dire, la culture sécurité à nos stagiaires. Donc, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire peut-être cet hiver. Il faut qu'on trouve de la matière. Ouais. Je vais Alors moi, quand même indiquer, ah, vas-y Pascal, pardon, pardon. Je ferai une vas-y, remarque vas-y. après. Non, juste, Je vais quand alors même, moi j'ai débuté, juste pour vous dire, le truc qui a été déclencheur, par exemple, chez moi, c'est que alors j'ai utilisé un logiciel gratuit en ligne que vous pouvez tous faire, mais quand j'ai pris le rôle de RGS, là, j'ai fait comment on appelle ça, un formulaire de questions. En fait, j'ai fait un audit pour tous les membres. Les membres ont répondu sur quelle était leur perception de la sécurité au Pixel, mais sans rien cacher. Donc, j'ai fait un webinaire de 30 questions. Comment vous percevez? Est-ce que pour vous, on a un bon niveau, on en fait trop, on n'en fait pas assez? Est-ce que le niveau sécuritaire des instructeurs, il est bon, il n'est pas bon, il est moyen, etc. Vraiment quelque chose d'exhaustif où on n'a rien mis sur la table. Et on est parti de ce constat pour construire derrière le premier jet de la politique de sécurité. Donc, c'est venu des membres. On les a fait intervenir. Et c'est ce qui a permis peut-être d'initier ce début à tous ces aspects, quoi. De dire que c'est vraiment l'affaire de tous. La preuve, c'est on commence par eux, on commence par les membres. Je ferme la parenthèse, je ne sais pas si c'est valable dans d'autres ouais. contextes, mais en tout cas, chez moi, ça a été vraiment quelque chose de fondateur. Voilà, le début de la transmission de la culture de la sécurité, ça peut passer par un certain nombre de supports. Donc, j'ai indiqué dans le chat dans le module 2 de la SPL, il y a une partie qui est consacrée à la sécurité des vols avec un certain nombre de supports. Donc, j'ai donné le lien vers le drive directement. Il y a également, on peut avec les stagiaires, on peut commenter toutes les affiches qui existent, tout ce qui existe comme support, on va dire graphique, que ce soit des affiches liées à la position haute, que ce soit des affiches liées à ma forme, que ce soit des affiches liées à notre expérience récente, etc. Là, Ouais. ne serait-ce que de se mettre devant le panneau de briefing de votre club et de parler de sécurité, ça peut être un Et, début de, voilà. Et si vous avez une personne qui est dédiée à ça, l'avantage, c'est s'il ne fait que ça, c'est que son travail, c'est de parler de sécurité. Donc, il va le faire au quotidien. Ce qu'un président ne ferait pas, par exemple. C'est plus compliqué, il y a trop de choses à faire. Quelqu'un qui fait que de la sécurité, ça va être un petit mot par-ci, un petit truc par-là, on va mettre une affiche avec un machin, et je collecte des retours parce que j'ai entendu des choses. Donc, la clé, c'est cette personne. Voilà. Ensuite, est-ce que le RGS peut être non membre du club est-ce qu'il peut être membre d'un autre club car le bouton à six pattes n'existe pas, nous dit Jérôme. Euh, Personnellement, je pense que c'est quelque chose qui sera compliqué à gérer en fait parce qu'il aura une position, il aura un peu le cul entre deux chaises et je suis pas persuadé que ça soit une solution qui soit viable. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est si le club d'à côté de chez vous a déjà un RGS, que vous avez des contacts avec un club pas très loin de chez vous,
ce RGS d'ailleurs, on me demande si c'est RGS ou CS ou correspondance sécurité. Donc, sincèrement, je ne sais pas ce qui a marqué dans la Non, mais il n'y a réglementation rien. Je l'ai dit tout à l'heure, si on lui a donné j'utilise un nom. ce Je crois que mot, c'est mais qui. correspondant. Il y a des moments où Voilà. c'est Alors, marqué correspondant et d'autres pas. Et je vous ai dit Mais qu'en termes, il y a que deux rôles qui sont dans la réglementation, hein, voilà, DR et RP. voilà, Tout le reste, vous voilà. mettez le mot que vous voulez derrière. ouais, Et mais donc, de toute façon, si vous en avez un dans un club à côté qui a déjà fait un certain nombre de choses, peut-être que ça vaut le coup de le faire venir, de discuter avec lui, et puis que ça vous permettra de mieux cerner la personne qu'il vous faut dans votre club. Je pense que ça serait bien quand même que la personne soit dans votre club. Est-ce qu'on peut fournir un document modèle de... Il serait profitable que FFV fournisse un document modèle de texte, en fait, de support. Alors, c'est une idée qu'on peut retenir, hein, c'est ce que j'ai répondu. Bah, n'hésitez pas à nous envoyer, vous aurez nos adresses à la fin si Michel avance un peu le PowerPoint, tout à la fin, il y a nos adresses mail. Sinon, vous écrivez à la commission formation sécurité des vols, vous mettez votre document. Et puis, on enlèvera tout ce qui concerne naturellement votre club, mais voilà, ça peut être. Voilà. Et puis après, on a des remerciements. Donc, on remercie ceux qui nous ont remerciés. On vous souhaite. Je vais peut-être clôturer. Je me permets de remercier les intervenants. Je vous remercie, vous également, d'avoir participé, d'avoir posé des questions intéressantes. Vous retrouverez naturellement, on a dit que vous retrouverez ce webinaire sur YouTube. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Et ben, on vous souhaite à tous une bonne soirée.